Chili chez Boulet est propulsé par Popeyes Supplément. Le supplément que je vous présente aujourd'hui, c'est Brain Fuel. Moi, là, je remplace mon café matinal par cette petite poudre-là que tu mélanges dans de l'eau. Ça me réveille plus qu'un café, surtout au niveau cognitif. Ça m'aide, moi qui est à la radio au 99.5 à tous les matins, à mieux aligner mes pensées, à mieux formuler mes phrases. Je me sens vraiment allumé et d'attaque grâce à ça. Puis aussi, dans mon cas, on dirait que ça coupe mon appétit un petit peu, puis ça me permet de faire des meilleurs choix alimentaires au fur et à mesure que la journée avance. Rendez-vous en magasin, il y a des experts qui sont là pour bien vous conseiller, puis on a aussi un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez Boulet. Très content d'être ici aujourd'hui. Je suis content à chaque fois, mais aujourd'hui pour une raison encore plus spéciale. Avant de présenter mon invité, vous savez ce que je fais. Je vous rappelle à quel point Chili chez Boulet, les épisodes sont disponibles de un sur notre site web www.chilicheiboulet.com et partout sur les sites de streaming, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Music, name it. On est partout. On est disponible pour toutes les sortes d'écoutes. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'écouter tous les matins avec Mélanie Ménard à Weekend 99.5 pour l'émission. On part ça de même. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, puis que j'ai eu la chance de côtoyer à quelques reprises dans les dernières années, puis c'est le commandant Piché, Robert Piché. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Étienne? Écoute, je vais super bien parce que j'étais en avant de moi, puis quand j'étais en avant de moi, je sais qu'on a une feuille de route qui est différente, mais qu'on se rejoint au niveau de la consommation, de l'alcoolisme et du rétablissement. Différent, pas si tant que ça. Toi, tu as officié dans une place, les Alouettes, c'est pas donné à tout le monde de jouer au football professionnel. Puis moi, comme pilote, c'est pas donné à tout le monde d'être pilote professionnel. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, effectivement. Ta feuille de route est absolument fascinante. Elle est fascinante à un point tel où, évidemment, tout le monde le sait, il y a eu un film sur ton histoire avec Michel Côté. Tu m'as vu atterrir, moi, dans le mouvement des AA il y a quelques années. À travers un ami commun. Oui, on salue Yves. Puis je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui... tu sais, quand je suis arrivé dans le mouvement des AA, j'y croyais moyen, je comprenais pas tout ce qui se passait, tout va vite. Là, tu tombes sur une gang des fois qui ont l'air un peu preacher, là, t'es complètement déboussolé. Puis il y avait le volet public aussi où les gens ne savaient pas trop comment me diriger. Il faut que tu veux que la personne qui arrive puisse s'identifier à quelqu'un. J'ai eu la chance de te rencontrer. Évidemment, tout le volet public, à quel point tu as accepter et endosser tout ce que tu as pu faire, les bons coups comme les moins bons coups, puis utiliser une vulnérabilité puis que ça se transforme en force. Avant qu'on plonge dans ton histoire, parce qu'il y a quelques petits moments que j'aimerais revisiter avec toi, même si tu l'as fait des milliers de fois, qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je dis au monde, je suis un grand voyageur, je dis, ben oui, tu es un pilote professionnel, tu as fait le tour du monde. Oui, mais c'est sûr que des fois, tu passais 3 jours en Grèce, à Athènes, tu t'en profitais pour visiter, mais tu étais sur la job quand même. Ouais. Malgré que tu faisais rien pendant ces 3 jours-là, tu savais qu'il y avait un vol, ou à Paris 2 jours, ou à l'autre bout du monde pendant 3 jours. Mais moi, j'ai toujours été un grand voyageur. Je suis venu à l'aviation par le voyage et non pour les avions. OK. Ce que le monde trouve un peu bizarre, mais j'ai joint l'utile à l'agréable. Si je pilote d'avion, on m'a voyagé, fait que c'était un peu le but de la manœuvre. Puis j'avais toujours dit avec ma femme c'est une ancienne agent de bord, donc elle aussi, elle aime bien le voyage. Ben ouais. À ma retraite, on va en profiter pour voyager. Puis justement, de 2017 aller jusqu'en mars 2020, on a voyagé beaucoup. On a fait des voyages que je n'avais pas eu le temps de faire quand je travaillais. Partir un mois, c'était impossible dans le temps que je travaillais. Là, on a fait des gros voyages. D'ailleurs, j'étais en Inde quand la pandémie a commencé. J'ai été obligé de revenir 3 semaines plus tôt parce que je voyais bien que ça commençait à brasser. Puis là, dans le temps de la pandémie, vu qu'on ne peut plus voyager, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Puis quand tu parles du mouvement des alcooliques anonymes, ils disent toujours de laisser ça à notre puissance supérieure. Puis j'ai dit, bon, ben là, j'ai rien à faire, je ne peux plus voyager, je suis à la retraite, je n'ai pas de besoin financier, mes enfants vont très bien, ma femme est encore moi, tout est payé. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Puis, comme tout d'un coup, il y a un mécène qui s'est apparu, puis il m'a demandé si j'avais un projet de partir une maison de thérapie. J'ai dit, justement bien, j'ai un projet, puis justement bien, j'ai l'endroit.
Si ta poche est profonde, ben on va aller tous les deux voir ça. Puis finalement, on est allé visiter ce monastère-là. La Fondation Robert Piché a acheté le monastère des Pères Blancs d'Afrique à Lennoxville. Wow! 6 500 000 pieds carrés de terrain, 59 000 pieds carrés pour la bâtisse. Ça a 3 étages, une bâtisse encore très solide, construite en 57. Puis là, on est en train, dans le processus présentement, tout le temps de la pandémie, ça m'a occupé de partir une maison thérapeutique de scratch, là. Tabarouette, c'est un gros projet. Ah, c'est un gros projet. Vous êtes 2 partners là-dedans. Ta fondation a acheté ça. T'as-tu un timeline? T'as-tu tu sais, quand est-ce que tu voudrais pouvoir l'ouvrir? C'est pas facile d'ouvrir une maison thérapeutique parce qu'ils ont tellement eu de problèmes avec ça. Le ministère des Affaires sociales a tellement eu de problèmes avec ça. C'est qu'ils ont serré la vis maintenant. C'est plus tout chacun qui peut partir maintenant à une maison de thérapie. Puis les demandes puis les normes sont très, très, très élevées, puis très rigoureuses, puis très sévères. Qu'est-ce qu'ils veulent... tu sais, à quoi ressemble le processus? Comme t'en es rendu où, là, mettons, présentement? Ben là, il me reste... vu que c'est un 3 étages, puis c'est une nouvelle destinée pour ce building-là, avec le feu qu'il y avait eu à Lillet, là, avec les personnes âgées qui étaient décédées dans le feu, maintenant, il exige des gicleurs. Ouais. Là, je suis là-dessus. Là. Okay. Là, je viens d'obtenir mon changement de modification de zonage. J'ai obtenu ça vendredi dernier. Okay. On a travaillé quand même 3 mois là-dessus, tu vois. Et là, tu fais de la politique. Toi et moi, on est des hommes d'action. La politique, on n'est pas trop mélangé à ça. Il faut être patient à ta barouette. Fait que là, il faut que tu sois patient parce que la virgule n'est pas à la bonne place dans le paragraphe. Tu ne fais pas juste changer la virgule, il faut que tu changes le paragraphe. Puis c'est pas parce que tu amènes un dossier qui est complet puis qui est prêt qu'ils vont le regarder le jour où tu l'amènes. C'est pas parce que tu t'appelles le commandant Piché que tout va bien aller. Ça aide un peu, mais... Ça doit aider quand même à à ouvrir ouvrir des peu, portes. mais c'est pas évident en partant. Fait que là, on vient de régler la modification du zonage. Fait que là, on s'attaque au GICLA. On va essayer de voir s'il y a des exemptions, des subventions, une manière qu'on peut contourner ce problème-là. Puis, on a une bonne foi que ça va marcher d'ici. On devrait ouvrir d'ici début novembre, fin octobre, début novembre, d'après moi. OK, ça s'en vient quand même vraiment rapidement parce que tu as tout le volet technique de la bâtisse. Ouais. Ensuite de ça, tu as tout le volet aussi, le curriculum. Tu vas enseigner les 12 étapes, j'imagine? Là, on est basé carrément sur les 12 étapes. La méthode Minnesota, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ouais. Est-ce que tu dois engager, j'imagine, une équipe, un espèce de j'ai directeur déjà de programme? Une dizaine de personnes qui travaillent pour moi, dont une directrice clinique, qui elle est en train de monter le dossier pour se faire accepter à l'accréditation du ministère de la Santé. Puis j'ai un directeur général qui, lui, il gère la bâtisse puis gère le personnel. Puis... Combien de gens allez-vous pouvoir accueillir? Là, on va commencer par 15. On ne veut pas commencer tout de suite gros en partant, mais on a 55 chambres une trentaine qu'on peut doubler, puis le reste, on peut les tripler. Ouais. Ça fait qu'on va commencer par 15 parce que, ben, tu le sais, les maisons thérapeutiques aujourd'hui ont un petit peu de misère à accrocher les gars qui ont des problèmes de consommation parce que, comme je te disais tantôt, en ronde, le taux d'échec pour la première rechute est de 80-85 % au Québec. Tu vois? Fait qu'il y a comme un problème. Il y a un problème financier, mercantile, qu'il faut que tu fasses face. Puis d'un autre côté, il faut que tu acceptes plus de monde pour pouvoir réussir. Puis c'est pas toujours, tu le sais, dans les associations anonymes, il faut avoir le désir sincère de vouloir arrêter de consommer. Fait que si tu rentres en thérapie, moi, je connais pas personne qui est rentré en thérapie, qui est assis chez eux un après-midi. Ouais. J'ai un problème de boisson, je pense me rentrer en thérapie. Ah non, tu ne veux pas y aller. En fait, tu essaies de trouver toutes sortes. Ben, tu as le déni. Tu as le déni parce que, premièrement, tu n'es même pas alcoolique. Non, c'est ça. Parce qu'on a tendance, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est de me dire écoute, je ne suis pas si pire que ça. Je ne suis pas un itinérant. Ouais. J'ai encore une job, j'ai encore une maison, j'ai encore un peu d'argent. Je fonctionne encore. C'est ça. Ouais. Je fonctionne encore alors que c'est ultra problématique quand même. On a tendance à se comparer avec pire que nous pour se remonter. Moi, c'est comme ma femme disait tout le temps. Tu es encore un bon mari, tu es encore un bon père de famille puis un bon amant, mais je ne veux plus sortir avec toi en public parce que tu reviens toujours bien sous. Tu me fais honte. Tu me fais honte. Tu vois? Mais les 3 premiers, j'assurais. Ouais. Pourquoi? Pour compenser le fait que je prenais un coup et j'étais à sa brosse tout le temps. Si j'avais pas été capable de me lever le lendemain matin pour les enfants, là, la patrouille aurait pogné puis la chicane aurait commencé. Puis là, peut-être, ça aurait fini par une séparation. Mais je ne revenais pas, tu rentrais bien sûr à 2 h du matin, puis à 6 h, tu étais debout de faire déjeuner aux enfants. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on compense. Ben, c'était pour compenser. Moi, c'est drôle parce que Maïka, tu sais, quand elle explique ce que j'y ai fait vivre, puis les gens lui demandent mais pourquoi t'es pas parti, tu sais, ben on a eu beaucoup de frictions, puis on a eu des pauses, elle m'a laissé, puis je suis revenu, mais pourquoi t'es pas parti définitivement? Elle dit parce qu'Étienne, 95% du temps, c'était le Étienne que j'aimais, qui était exactement comme je voulais. Ouais. Mais le 5%, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Puis à un moment donné, ce 5%-là devient tellement chiant
qui vient envenimer tout le reste. Mais je veux revenir par rapport à ta maison de thérapie parce que ça me fascine puis je trouve ça extraordinaire que tu sois tellement rendu dans le mouvement puis que tu veuilles tellement aider que tu en es rendu à bâtir ta propre maison de thérapie. Puis tu as un point important, c'est que le nerf de la guerre dans tout business ou dans tout établissement du genre, ça va être les sous, la levée de fonds. Ce qui est délicat dans le cas d'une maison de thérapie, quand il y a un haut taux de rechute, ce qui est, by the way, il y a un haut taux de rechute partout. Moi, ça m'a pris 6 ans puis des 3 thérapies fermées au complet, plus des ressourcements avant que ça clique. C'est d'aller chercher des sous. La personne qui veut donner qui va faire un don de 2000$, 5000$, peu importe, qui va faire un don, inconsciemment, tu veux qu'il y ait un impact concret rapide, que les gens sentent que hey, mon 2000$, il a servi à de quoi puis il a aidé. Alors, de savoir que tu as donné des sous dans un établissement où les gens ressortent puis se replantent des fois rapidement, c'est un peu moins sexy comme approche. Comment tu fais pour convaincre les gens de s'impliquer? Bien, c'est parce que moi, présentement, j'ai eu, justement, c'est drôle que tu m'amènes à Marieville chez vous, parce que mon mentor, moi, qui est décédé il y a 3 ans, il restait à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. À côté, bien oui. J'ai cheminé avec lui pendant 15 ans de temps. Lui, cette année, il prendrait son jeton de 61 ans. Wow. Dans les alcooliques anonymes, t'imagines? Et c'est rendu à 58 ans quand même? 58 ans avant de mourir, puis c'est moi qui ai donné son 58e jeton. Wow. Fait que je me suis dit, tu sais, puis lui, il avait une vision. Lui, il a commencé à être thérapeute quand les thérapeutes, c'était même pas une job. Puis il a commencé à être thérapeute quand les AA n'existaient même pas au Québec. Fait que t'imagines qu'il remonte de loin. Oui. Fait que lui, il avait une vision à travers toutes ces années-là sur le programme comment réhabiliter quelqu'un de façon durable. Puis il m'a toujours dit, il y a deux points importants, c'est l'admission. L'admission, quand tu admets quelqu'un dans une maison de thérapie, il faut que tu sois sûr et certain qu'il a le désir sincère de vouloir se rétablir. C'est sûr que dans notre actif, on est tous menteurs, manipulateurs et un peu crosseurs. Fait que dans une entrevue d'admission, le gars va peut-être te chanter une belle parole puis il va dire « Ah, ben lui, je pense qu'il est prêt. Ouais. » Mais nous, on les rentre on les met en probation 2 semaines. OK. Puis 2 semaines, ils vont se promener dans le centre. Puis il n'y aura pas vraiment de thérapie ou d'atelier à suivre, exactement. Mais juste pour voir comment il bouge, comment il s'intègre, comment il trouve la place et tout. Puis on va peut-être leur refuser au bout de 2 semaines qu'il ne pourra pas suivre la thérapie. Puis le deuxième point qu'il me disait, c'est la posture. Oui. Tu sais, la thérapie elle-même, ça s'équivaut pas mal tout. Pas mal, il y en a comme Maison Jean-Lapointe met beaucoup l'accent sur les 12 étapes. Puis tu sais, il y en a plusieurs qui ont ce programme-là. Mais c'est la posture qui coûte cher. Puis la posture, on n'a pas le temps, de moyens et d'argent, puis l'effectif pour la faire, la posture. Ouais. Puis nous autres, on a une posture d'1 an et demi établie dans notre programme parce que moi, j'ai un mécène qui a les poches profondes puis qui a dit, moi, je veux qu'un système marche au Québec puis je veux être le meilleur centre thérapeutique avec la meilleure thérapie au Québec. Ouais. Fait que c'est ça qu'on est en train de travailler là-dessus présentement. Tu as raison que l'après-thérapie est encore plus crucial parce que tu deviens fragile. La thérapie, tu sais, puis on le répétait souvent quand j'étais là-bas, tu es dans Watt. Ouais. Tu sais, tu n'as pas d'accès à ton téléphone, tu as moins de distractions. Tu es plongé dans les 12 étapes. Non, tu côtoies des gang comme toi. Tu côtoies des gens. Comme un pep talk tout le temps. Ben oui, puis tu es constamment là-dedans. Tu es bloqué du monde extérieur puis de toutes les distractions qui viennent avec. Puis là, après ça, quand tu retournes chez vous, d'appliquer ce qu'on t'a enseigné alors que tu es retourné dans la jungle avec les influences qui viennent avec les problèmes sociaux, familiaux, tu retournes dans les pantoufles, sont toutes là. Désancrer les patterns, ça se fait pas en 3 semaines. Oui, puis la barmaid est encore là, ta barmaid préférée, puis le pusher est encore sur le coin de la rue qui t'attend. Fait que toutes les tentations sont là. Fait que ça va s'articuler comment? Les gens vont pouvoir revenir? Bien, nous, on vise surtout le programme d'aide aux employés. On n'a rien contre la population judiciarisée puis les assistés sociaux. Mais on veut viser les programmes d'aide aux employés dans les grosses corporations corporatives. Puis on va impliquer le représentant de la programme d'aide aux employés avec le sujet, le résident en question, que lui, vont faire un suivi. Puis maintenant, avec la nouvelle technologie, on va faire un Zoom 2 à 3 fois par semaine avec l'employé puis avec le représentant du programme d'aide aux employés, voir ce qui est rendu notre gars, puis s'assurer qu'il y a un suivi, que le gars, il n'est pas tout seul. Puis que s'il veut parler à son thérapeute, il peut y parler jour et nuit s'il veut. Fait que ça, on va essayer de faire ce programme-là pour être sûr et certain que ça va fonctionner. On est rendu là, tu sais, de trouver des façons créatives avec la technologie de 2021 adaptée. Y a-tu... moi, c'est un sujet qui me fascine, évidemment. Pour toi puis moi, on parle d'alcool. Dans mon cas, il y avait aussi... je mixais des drogues avec ça. Il y a toutes sortes de dépendances. Il y en a au sexe, il y en a dépendance affective, il y en a que c'est les achats compulsifs, name it. Il y a de plus en plus
téléphone cellulaire aussi. Les cyberdépendants. Est-ce que quelqu'un pourra être traité à ton centre pour la cyberdépendance ou tu vas être concentré? Nous autres, on ouvre un volet 18 ans et plus, homme pour homme, 18 ans et plus pour commencer à alcool toxicomanie. Présentement, je suis en train de travailler sur un programme parallèle pour les hommes violents. Justement, j'ai un rendez-vous avec le député à Québec qui se rapporte directement à M. Legault parce qu'il voit bien qu'il y a un problème à ce niveau-là. La pandémie a accentué quelque chose, c'est bien ça. Puis entre le dénoncement de l'homme violent et aller jusqu'à temps qu'il tue sa femme, bien, il y a toujours un 2-3 mois qui se passent, bien souvent. Ouais. Puis le gars, il est laissé à lui-même. Ils n'ont pas de ressources au Québec. Il n'y a aucun centre thérapeutique au Québec qui traite les hommes violents. Fait que présentement, je suis en train de monter un programme parallèle pour les hommes violents. Et dans le futur, on voudrait rentrer des femmes, construire une place spécialement pour les femmes sur le même terrain que 6 500 000 pieds carrés. De place en masse. Puis on voudrait prendre les jeunes avec la cyberdépendance aussi. Ton histoire... Robert, tu as une vie rocambolesque. Tu as eu la vie de rockstar en tant que capitaine. Ça marchait à 100 000 à l'heure, disons. C'est ça marchait à 100 000 à l'heure. Tu as été... Il y a la compagnie aérienne pour laquelle tu travaillais en 1983 qui a fermé. C'était Québécois? Oui. Québécois, tu t'es reviré de bord. On t'a fait une offre que tu n'as pas été capable de refuser, de transporter de la drogue dans ton avion. Comment cette offre-là est arrivée? Moi, c'était un coup de téléphone. Ça faisait 1 an que j'étais mis à pied de Québécois, comme tu dis. Ça est arrivé en 80, pas en 83, en 80. Okay. Puis, à ce moment-là, tu ne sais pas, tu étais un alcoolique. Ça faisait peut-être une quinzaine d'années que je consommais, puis assez pas mal. Tantôt, tu parlais dépendant du sexe, mais les femmes ont toujours fait partie de ma consommation. Moi, j'étais un produit des années 70. Il y avait un joint, une bière et une femme. C'était un package deal. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas juste une bière, un joint pour une femme. Non, les trois. Les trois ensemble. Ça fait que moi, quand j'ai été mis à pied à Québécois, pendant un an de temps, j'ai commencé à vendre des voitures. Puis je m'apercevais que je n'étais pas capable d'arriver au niveau du salaire que je faisais comme pilote. C'était comme un downgrade. Oui, puis j'étais en train de tout perdre. J'étais en train de perdre ma deuxième femme, j'étais en train de perdre ma maison, j'étais en train de fouiller dans mes rêves pour garder supposément mon rang social. Ouais. Mais mon rang social allait avec la consommation. C'est ça. Fait que je voulais pas m'empêcher de consommer parce que j'étais rendu, je faisais moins d'argent, tu vois. Puis il y a un gars qui m'a appelé, un gars qui me connaissait pas, puis il a dit, écoute, on a parlé avec des chums, puis ton nom est sorti parce qu'apparemment, tu es le capitaine sans peur, puis tu serais le gars que j'aurais besoin pour faire une job dans le Sud. Moi, j'étais sûr et certain que c'était une job comme, je sais pas, voler un petit jet d'un Caraïbe ou quelque chose de même. Aller travailler, je sais pas, à Saint-Thomas, les affaires de même. J'arrive à l'entrevue avec une chemise et une cravate, mon CV dans les mains. Je rentre dans l'appartement du gars, dans le Vieux-Montréal. Il est en train de faire une ligne sur... ça change le ton de l'entrevue. J'ai enlevé ma cravate et j'ai serré mon CV, tu comprends ça? Puis le gars m'expliquait ça. Il dit, moi, j'ai rien à faire. Je suis pas dans le commerce, je suis pas rien. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Moi, je suis payé pour te proposer ce qu'il a te proposé. Tu ne m'en verras plus jamais de ma vie. De toute façon, mon nom, c'est pas mon vrai nom. Fait que le gars, je voyais bien que c'était juste un pantin. Là. Il dit, si tu dis tu es d'accord, il y a quelqu'un qui va t'appeler dans les prochaines semaines, puis tu te mets d'accord avec lui. Moi, ça a tout marché par téléphone. Ils ont dit, tu es capable de trouver un avion, puis tu es capable de descendre dans le sud, tu es capable d'aller à telle place, à telle date, mais il va y avoir 1500 livres de potes qui vont t'attendre. Ben moi, j'étais déjà un pilote professionnel mis à pied. Je volais du 737 déjà, puis on allait en Floride régulièrement. Puis tu sais, je veux dire, j'avais déjà l'expérience qu'il fallait, tu sais. Fait que le gars, à un moment donné, il y a un gars qui m'a appelé 2-3 semaines plus tard, puis il m'a dit, oui, si tu es capable d'être en Jamaïque, telle date, à telle place, il dit, moi, on va là, on va t'attendre. Fait que moi, je passais avec ma petite avion, j'ai loué un avion. Puis t'as utilisé quoi comme excuse pour justifier c'était un voyage personnel? Quand je suis allé voir le gars qui louait son avion, j'ai dit que j'allais me chercher du homard aux îles de la Madeleine. Que j'ai expliqué que j'étais en train de partir une petite business. Direction, là. Puis le gars, je voyais bien qu'il me croyait pas, tu sais, mais je l'ai payé cash, fait qu'il était bien content du cash qu'il avait, tu sais. Il m'a laissé l'avion pour 4 jours. Puis je suis descendu chercher ça, puis j'ai jamais pensé dans ma tête que j'allais me faire arrêter. J'étais tellement sur un high dans le sens que moi, j'ai toujours été téméraire. Mais tu vois, quand tu lis ma biographie, tu vois un peu que j'ai toujours couru après le trouble. Moi, j'ai toujours peur de grand-chose. J'ai toujours été un spécialiste à me mettre dans la merde, mais j'étais capable de m'en sortir. Mais là, quand je suis rentré en prison le premier soir, je me suis regardé dans le miroir. Je dis là, le piché, t'es dans la merde, mais pas à peu près. Puis t'es pas rentré n'importe où. Puis là, il y a des barreaux, là. Il y a des barreaux. Comment tu vas faire de te sortir d'ici avec des barreaux, tu sais, en des cas. Mais tu sais, c'est une sentence de 10 ans. Tu te fait prendre sur le premier vol? Oui. C'est une sentence de 10 ans. J'ai été libéré au bout d'un an et demi.
À quelque part. C'est à cause de ton bon comportement? Oui, bon comportement. Puis je me suis impliqué dans bien des programmes qu'il y avait à l'interne. Puis j'ai bien vu comment ça marchait, la patente. T'sais. Quand tu veux te sortir de la marde, il n'est pas peur que tu t'enlignes. On était des personnes très créatives pour se trouver de la drogue. Comme je t'ai dit, menteur, manipulateur, crosseur, tu vois, ça ne change pas, ça. Évidemment, j'ai vu ton film, ton rôle qui est joué par Michel Côté, film qui est extraordinaire, qui a été très, très populaire. Tu es rentré en prison en Géorgie. En Géorgie, oui. 800 prisonniers, 600 adresses noires, 200 adresses blanches. Puis, parle-moi de ça. Tu dis tu t'es parlé la première soirée. Là, non, parce qu'en premier, je suis rentré dans la petite prison de campagne où je me suis fait arrêter. Mettons, je me suis fait arrêter à Montjoly. Ouais. Ben là, tu te ramasses dans la petite prison. Ils ont 3 cellules. Là, ouais, c'est ça. Puis après ça, ils t'envoient à Rimouski pour te faire analyser. Puis après, ils t'envoient à Saint-Anne-des-Plaines ou à Leclerc ou peu importe, de Locana ou maintenant à Port-Cartier. Fait que moi, j'étais 1 mois dans la petite prison, là, dans 8 pieds carrés, qui était peut-être le quart de la pièce qu'on est présentement, là, sans sortir, sans voir dehors, sans parler à personne. 1 mois de temps là, à ruminer la gaffe que tu viens de faire, puis ta vie est finie, puis tu as juste 20 ans, 30 ans. Là, tu comprends-tu? Fait que là, comment tu fais pour pas virer fou? T'sais? Le seul gars à qui je parlais, c'est celui qui venait me mener mon repas 3 fois par jour, puis il me parlait 2 minutes, puis il s'en allait. Puis le gars, il parlait accent du Sud. Là. Je comprenais pas moitié ce qu'il me disait. C'est un autre obstacle en soi. Mais ça faisait mon affaire d'y parler. Tu vois. J'avais un contact humain au moins. Puis quand tu es arrivé dans la jungle, dans la grosse prison. Dans la grosse, écoute bien, je rentre dans la grosse, puis là, tu sais pas, ils viennent te chercher à 3 heures du matin, te mettre dans un panier à salade avec les 10 autres qui s'en viennent dans la même prison que toi, qui viennent de d'autres petites prisons de campagne. Tu sais. Puis là, tu es dans le noir, puis là, ça parle une langue que. Tu maîtrises pas. C'est pas tous des universitaires qui sont dans le panier à salade. Là, tu comprends? La majorité n'ont jamais été à l'école. Fait que là, tu rentres là, puis ils te rasent la crâne, en partant, pour les poux. Puis le gars qui est en train de te raser, c'est un prisonnier qui est trusty. Il l'appelle le trusty parce que ça fait longtemps qu'il est là, puis il y a une job, il y a une des meilleurs jobs. Puis il t'en garde en te faisant un clin d'œil, tu sais, quoi qu'il trouve, c'est de la viande fraîche. Là. Il trouve cute. Puis là, tout ce que tu penses, tout ce que tu as pu imaginer, tout ce que tu as connu sur la prison à travers des reportages, la télé, les films, là, t'es là. C'est de même que ça se passe. Le gars te fait un clin d'œil, puis toujours, il te pogne pas les fesses, tu comprends? Fait que là, écoute bien, là, t'es trop loin de chez vous. Là, je rentre dans la vraie patente, tu vois. Mais l'avantage, j'avais la tête claire. Pas de consommation. Ouais. Fait que là, c'est là que tu réalises avec la tête claire comment tu peux réaliser des grandes choses quand tu n'es pas dans ton milieu de consommation sans savoir que tu es un alcoolique. Tu sais? Fait que vu qu'il n'avait pas, j'en ai pas consommé. Il y avait de la baboche, là. Deuxième Noël que j'ai passé en dedans, j'ai pris une gorgée d'une baboche, puis je me suis quasiment craché l'estomac. C'est quoi de la baboche, excuse-moi? Ben, c'est du monde qui font de l'alcool. OK, qui le font artisanal. Tu as juste besoin du sucre puis de la levure pour faire de l'alcool. Hein? Tu fais fermenter ton sucre, puis à un moment donné, ça fait de l'alcool, puis ça goûte la cochonnerie, mais ça saoule. Tu comprends? Tu as tiré ton épingle du jeu un petit bout de temps. À un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a testé, qui t'a pris en grippe. C'est une scène vraiment forte, évidemment, dans le film, mais tu peux-tu nous la raconter? C'est qu'à un moment donné, comment je ne sais pas bien dire ça? À un moment donné, pour me sortir de ça, là, ils m'ont donné la meilleure job que tu peux pas avoir en dedans, c'est de gérant de la cuisine. Puis le monsieur qui était le civil qui gérait la cuisine, le gérant, le directeur général, lui, c'est un vieux monsieur de 78 ans, je pense, qu'il avait dans ce temps-là. Puis sa femme se mourait du cancer. Puis il voulait prendre sa retraite, mais il n'était pas capable de trouver un remplaçant pour gérer 2400 repas par jour. Parce que c'est 3 fois 800, tu sais. Fait qu'il dit, ils sont pas capables de trouver personne, puis je suis obligé de commander, puis moi, je vais prendre ma retraite, ma femme se meurt du cancer, je les ai écoutés, je dis, montrez-moi comment ça fonctionne, là, puis vous me laisserez aller pendant 2 semaines en me surveillant. Puis si vous voyez que je suis capable de gérer la cuisine, avec les achats, le téléphone, payer facture, tu sais, plus que ce qu'il m'a demandé. Mais ils iraient dire en haut à l'administration comme quoi que Robert Piché est capable de gérer, puis moi, je peux prendre ma retraite pendant que vous trouvez quelqu'un. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais ça, c'était ma première rencontre avec le pouvoir. OK. J'ai jamais pensé que le pouvoir, tu sais, que des fois, on voit des films du monde, que le pouvoir peut te rendre aveugle à ce point-là. J'avais tellement de pouvoir à cause c'est moi qui gérais. Je gérais 75 détenus qui travaillaient à la cuisine quasiment jour et nuit. Je gérais 4 civils superviseurs sur le plancher pendant que le service se faisait. Il y avait les superviseurs. Puis c'est moi qui étais leur boss.
Ça faisait comme... C'est toi qui collais les shots. Ben oui, ça avait comme pas de sens, tu comprends? Uh-huh. Puis là, j'étais rendu à la fin que je décidais à un prisonnier, toi, tu n'auras pas de visite en fin de semaine là, parce que tu n'as pas fait ta job, tu es rentré en retard. Ah, tabarnouche. J'avais perdu la tête. Ben ouais, mais à un moment donné, l'ego c'est se gonfle. Puis tu t'en rends pas compte. C'est terrible comme tu t'en rends pas compte. Ah oui. Puis à un moment donné, j'étais assis avec mon pâtissier un après-midi en train de jaser du menu, puis il y a une police qui est arrivée, un gardien, tu sais, que tout le monde haïssait, que tout le monde disait que si jamais il y en a un, c'est lui qui va manger la claque le premier. Ça en prend toujours un dans la gang, là, tu sais, que tu haïs. Puis il nous dit de se retourner dans nos cellules, puis je l'ai envoyé promener. J'ai dit, c'est moi qui mène ça, c'est pas toi. Oh, tabarnouche. Ça n'a pas été long, il s'est arrangé parce que dans les quatre superviseurs civils qu'il y avait, une c'était une femme. Puis elle m'a emmené dans le garde-manger sans supervision. Puis ça, quand elle m'a demandé de fermer la porte pour compter ce qu'on avait de sucre, j'ai trouvé ça drôle un petit peu, mais j'ai dit, wow, tu sais. Puis ça n'a pas été long que 10 minutes après, quand j'ai tourné dans mon bureau, lui est rentré pour agression sexuelle sur elle. Il s'est arrangé tous les deux pour me pogner. Ah, wow. Tu comprends? Puis j'ai réussi à me sortir de ça pareil, mais j'aurais pas à manger de maudite, les menottes puis tout. Là. Tu sais, je veux dire, lui, il t'a reconnu de te rentrer dans le trou, puis te mettre un bottin téléphonique dans la face, puis te frapper avec sa matraque. Ah, tabarnouche. Le bottin téléphonique t'empêche d'avoir une marque, puis ça sonne 2 fois plus. Ah ouais, c'est ça. Non, tu sais, j'étais chanceux de me sortir de ça, tu sais. T'as eu des conflits avec d'autres prisonniers? Bien, c'est parce qu'il y avait un nouveau cuisinier, puis les cuisiniers jouaient avec des couteaux. Bien entendu, il fallait qu'ils signent pour les couteaux parce qu'ils coupent la viande puis ils coupent toutes sortes d'affaires. Puis il y en a un dans la gang qui ne me met pas à la face. Puis c'était un nouveau qui était arrivé, puis lui, le Frenchie, là, il le trouvait fraîchi un peu, tu sais. Puis lui, il a fait disparaître un couteau sur un de ses chiffres, puis on n'est pas capable de le trouver, le couteau. Tu vois? Fait que là, ça, dans ce temps-là, ils font un lockdown, tout le monde dans leur cellule, puis il fouille la prison au complet, là, tu sais. Puis ils ne l'ont jamais trouvé. Puis dans l'après-midi, il y a un de mes employés, il est venu me voir, il dit, en passant, je ne devrais pas te le dire, mais le couteau, c'est pour toi. Tu veux dire? Ben, il dit, il y en a un qui va essayer de te tuer à soir. Là. Il dit, si tu sais ce qu'il faut que je fasse, ben, il faut t'aller le confronter. Je dis, ouais, confronter, je ne suis pas un batailleur de rue, moi, là tu sais, je veux dire, j'étais un universitaire pilote d'avion. Peut-être un bum, mais je ne suis pas un batailleur. Je ne peux pas t'élever à coup de poing et à coup de pied, moi, là, tu sais. Sauf que là, c'est une question de vie ou de mort, là. Ben, c'est une question de survie. Puis le gars, il dit, tout ce que tu as à faire, il va voir le Kingpin, puis lui, il va t'en vendre un couteau. Fait que j'étais allé voir le Kingpin, comme dans le film. Puis il cognait à sa porte, puis il m'a fait rentrer. Puis lui, le Kingpin, vu que c'est lui qui run tous les prisonniers officieusement, lui, il était intrigué par moi. Un Québécois, qu'est-ce que ça fait, ça? Tu sais, quand je faisais mon coup de téléphone par semaine, je parlais français, il se ramassait une vingtaine de Noirs en avant de moi, puis tout le monde me regardait avec des yeux. Quelle langue qu'il parle, ce gars-là? Ouais. Il ne savait même pas qu'au Québec, on parlait français. Je pense qu'il y en a qui ne savaient même pas ce qu'était le Canada. Non, c'est ça. T'imagines la surprise. Puis il m'a dit, écoute, il dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Il m'a donné une brosse à dents dans un petit sac brun. Débrouille-toi avec ça. OK. Ben, je dis, écoute bien, là, t'es pas sérieux. Et il dit, là, tout le monde t'a vu venir ici. Là, t'es sûr que tout le monde en prison, là, dans les 3 prochaines minutes, moi, savoir, t'es venu m'acheter un couteau. Tout le monde pense que tu en as un. À cette heure, débrouille-toi. Pas fou. OK. Pas fou, mais moi, qu'est-ce que je fais avec une brosse à dents contre un couteau? OK, c'est ça. Fait que je suis parti, comme dans le film. Il t'a-tu demandé une faveur en retour? Dans le sens où il te rendait service? Non, mais il m'a chargé 100$ US. Ah ouais. Pour sa maudite brosse à dents. Tu comprends? Juste pour le fait d'avoir son influence, tu sais. Fait que là, il a fallu que j'aille le rencontrer. Fallait que tu ailles tout de suite. Ah oui, puis Maxime Leflagret joue très bien dans le film. Tu sais, ça a pris un petit peu de temps de me faire sortir les yeux de la tête parce que c'est la première fois dans ma vie, je pense que c'est la seule fois que j'ai rentré dans la folie. Ouais. Tu sais, quand il parle de choses qu'il joue dans Shining, là, comment il s'appelle? Jack Nicholson, puis qui traverse la porte avec une hache, puis il se met juste la face. Puis tu vois son regard. Dans une entrevue, il a dit qu'il avait atteint la folie dans cette scène-là. Mais moi, j'ai atteint la folie quand je suis rentré dans la cellule du gars là, qui était supposé. Ils sont 5 dans la cellule. Tu comprends-tu? Puis là, je ferme la porte. Imagine-toi. Je ferme la porte. Hey, t'es outnumbered, là. En fermant la porte, j'ai réalisé que je venais de fermer la porte. Puis pour l'ouvrir, il fallait appuyer sur un bouton. Ça prenait 3 secondes à ouvrir. En 3 secondes, tu as le temps de mourir 12 fois. Ouais, c'est ça. Puis les 5 sont là. Ils ont dû voir dans ma face une expression me lancer « Je suis prêt à la mort. Ouais. » Fait que, tenez-vous-en. Ils ont dit « Ce gars-là, il est fou. On ne sait pas ce qu'il va faire. On est mieux de ne pas y toucher. » Fait que là, j'ai vu la réaction qu'ils ont eue. Puis là, j'ai parlé à celui qui... Je disais, là, c'est n'importe quand, tu peux venir tout de suite si tu veux. Si tu ne viens pas tout de suite, elle ne revient plus jamais parce que c'est moi qui va te tuer. Pendant ce temps-là, j'ai pesé sur le piton. Puis je suis reparti, je shakeais de même. Ah, barnouche. Puis je m'en suis sorti de même. C'était un peu ce qu'on voit dans le film. C'est parce que j'ai eu 2 agressions dedans. J'en ai eu un aussi d'un gars qui voulait me violer.
Puis on a réuni les deux dans le film parce qu'il n'y avait pas le temps, tu sais, à cause du budget. Les deux. Fait il a pris le gros noir, puis il a pris le viol, puis qu'après, je l'agresse, tu sais. Fait que ça rejoint les deux scènes que j'ai eu des attentats contre moi dedans. Finalement, tu t'en es tiré indemne. Indemne, ouais. 16 mois en dedans. Ouais. Ta sortie, après ça, il se passe quoi? Bien, tu sors de là, m'a dit franchement, là, la question est très bonne. J'arrive aux douanes, OK? Ils te font remplir ton petit papier, là. Je dis, bon, qu'est-ce que je marque sur le papier? Ça fait 1 mois et demi que je suis parti en Floride, parce que moi, j'avais pas de l'air d'un prisonnier, là. Je m'entraînais en dedans, je pesais 170 livres, bronzé, les cheveux coupés courts. J'avais de l'air plus d'un gars comme toi, athlète, de foot. qu'un bum qui sortait de prison. Je dis, bon, qu'est-ce que je marque? Que je suis parti 1 mois en Floride, me fait bronzer, ou que ça fait 1 an et demi que je suis parti? Ouais. Je dis, je suis mieux de compter la vérité d'un coup qu'ils savent que moi, je m'en viens. Là, c'est ça. Fait que là, je me souviendrai toujours devant la petite fille, elle a peut-être 25, 26 ans, la douanière. Puis elle regarde ça, elle dit, vous êtes parti 1 an et demi, quelle raison? Ben, j'ai été en prison. La lumière rouge. Attendez-vous là-bas. Le superviseur est venu me chercher, il m'a rentré dans son bureau. Il dit, ouais, il dit, monsieur Piché, il dit, 1 mois et demi de prison, oui. Je vais vous dire, regardez, j'ai papier ici, là, je suis libéré. J'ai payé mon temps. J'ai fait mon temps, moi. OK? Là, vous voyez les portes, c'est marqué sortie, là. Je vous donne 15 minutes. Moi, j'étais un homme libre, là. Ça fait 1 an et demi que j'attends ça, là. Ouais, c'est ça. Je vous donne 15 minutes pour faire ce que vous avez à faire, parce que dans 15 minutes, toi tout seul, je pense pas que tu vas être capable de m'empêcher de passer à travers la porte. Il dit, non, énervez-vous pas, on va appeler la GRC. Il a appelé 2 gars de la GRC. Je dis, même vous autres, avec vos matraques, vous avez beau être bien gros. Vous savez que moi, j'ai déjà prosé la folie, là. La folie par venir vite, tu sais. Ils ont pitonné, ils ont appelé, ils ont dit non, c'est correct. Ils pensaient qu'il y avait un detainer qui appelle, qu'il y avait une restriction sur moi, que je pouvais faire du temps au Québec. T'sais. Quand ils ont vu qu'il n'y avait rien sur mon dossier, ils m'ont laissé aller. Libre comme l'air. Puis là, tu sors de là, puis là, ben, t'es tenu dans la rue. Ouais. Plus une scène, plus personne ne veut faire affaire avec toi. Toutes les portes sont fermées. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est professionnel, c'est piloter un avion. Puis là, mais tu ne peux plus piloter. Ben non, parce que là, tu ne peux plus voyager non plus, j'imagine. Ben, tu peux voyager en dehors des États-Unis, mais tu ne peux pas aller aux États-Unis. Exact. Fait que là, t'es fait. Qu'est-ce que tu fais? Demain matin, ça te prend une pinte de lait, puis un quart de pain, puis un appartement, puis un char, puis il faut que tu te cherches une job, mais dans quoi? Dans quoi on va travailler? Tout ce que je sais faire, c'est piloter des avions, tu vois? Fait que là, tu essaies de repartir le mieux que feu. Ma mère m'a beaucoup aidé. L'amour d'une mère, c'est inconditionnel. Elle m'a recueilli chez elle pendant 1 mois, puis là, mettre mes idées en place un peu. Parce que, tu sais, premier jour que je suis sorti, là, écoute bien, ça fait 1 an et demi, je suis pas une femme, moi, là. Premier jour que je suis sorti, mon frère me donne 50$, il dit, va t'acheter du linge. On était à Québec, au centre d'achat Laurier. Je rentre dans une boutique de linge, la petite fille, 22, 23 ans, super belle. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu ne sais pas ce que tu peux faire pour moi, mais si je te le disais. Si je te le disais, je pense pas que tu serais complètement déréglé. Ah non, ça n'a pas de bon sens que personne ne se rend compte de ce que tu viens de vivre pendant 1 an et demi de temps. Puis quand même tu le rencontrais, tout le monde va s'en foutre. Tu comprends? Puis là, il faut que la vie continue. Puis je peux pas rester chez mon frère pendant 6 mois, puis je peux pas rester chez ma mère pendant 6 mois. J'étais un indépendant, j'étais un gars indépendant de nature. J'avais une vie normale avant, j'avais une maison, une femme. J'ai déjà ma plus vieille était de jeunesse à ce moment-là, elle avait 5 ans. Il faut que je m'occupe de tout ça. Il faut que je reparte à zéro. Puis là, tu n'as pas d'aide. Tu n'as pas personne pour t'aider. Comment tu as géré ça avec ton enfant? T'sais, parce que à 5 ans, ils comprennent pas tout, mais ils comprennent qu'ils n'ont pas vu papa pendant 1 an et demi. J'avais déjà laissé sa mère. Fait qu'on se voyait déjà sporadiquement. Elle était à Québec, à Gaspé, puis moi, j'étais à Montréal. Fait que je prenais le vol de temps en temps pour aller la voir. Puis quand elle venait à Montréal, elle venait chez moi, tu sais. Mais elle n'a pas réalisé tout à fait ça, mais je l'appelais pareil dans le dame. J'écrivais des lettres, puis j'ai envoyé des dessins, puis elle m'a renvoyé des dessins, puis ça même prenait des photos Polaroid, puis elle m'envoyait ça. Tu sais, on a eu une relation pendant 1 an et demi de temps comme ça, tu vois. C'est tout un événement, tu sais. C'est quand même fou de... Tu sais, je te regarde, t'es devant moi, t'es un homme drette, t'es intègre, t'es authentique, t'es transparent avec tout... de penser que t'es... Tu sais, des fois, on ne sait pas la feuille de route des personnes qu'on rencontre. Tu as été en mesure de te replacer les pieds. Ouais. Après ça, ça a passé par quoi? Ben, tu sais, je réalise aujourd'hui avec mon cheminement de 20 ans, moi, ça fait 19 ans que je suis abstinent. Là. Puis je réalise que dans mon cheminement, là, c'est toute ma consommation qui m'a amené là. Toi, c'est la prison qui a été ta thérapie, dans le fond. Ouais. Je pense pas que si j'avais pas consommé ou j'avais pas eu un problème d'alcool, puis j'avais pas été un alcoolique, ou si je l'avais su à ce moment-là que j'étais un alcoolique, je pense pas que j'aurais fait ce vol de fou-là. Ah ouais. Tu comprends? Mais ma vie arrêtait quoi aujourd'hui? Je sais pas. Tu comprends? Tout ça porte au questionnement aujourd'hui, tu vois? T'as fini par redevenir pilote?
Ben encore là, j'ai été 2 ans travailler dans le centre-ville comme barman. Je dis, la seule place où je peux travailler, c'est comme dans un restaurant. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler comme waiter dans un restaurant. Je suis devenu barman. Je suis devenu le barman numéro 1, tu sais. Puis j'ai commencé à faire de l'argent avec ça. Mais là, j'étais à la brosse 7 jours par semaine. Ouais, c'est ça. Dans le centre-ville, moi, j'avais une raison de boire parce que la société ne voulait plus rien savoir de moi. Puis j'avais payé ma dette à la société. En plus, j'étais enfermé pendant 1 an et demi de temps comme un animal. Peu importe, fait que là, tu compenses en peu importe le sortant. crime que tu as fait, puis tout, tu as besoin de liberté quand même. Ouais. Fait que là, tu as besoin de liberté, puis tout ça t'amène. Puis quand tu travailles barman dans le centre-ville, tu as la drogue, tu as la boisson, puis tes femmes. Ouais. Open. Les 3 drogues de choix. Là, Puis toi, c'est à profusion, là. Tu comprends? Fait que je me suis perdu pendant 2 ans et demi dans le centre-ville là, pour compenser à quelque part. Tu sais, la consommation a beaucoup de mauvais, mais des fois, dans des situations comme celle-là, je pense que c'était un remède pour moi pour essayer de reprendre l'estime de moi. J'ai honte d'avoir fait de la prison. Je suis pas content d'avoir fait ce parcours-là, mais c'est mon parcours. Mais avant de l'accepter, de l'assimiler, de le vulgariser, de l'évacuer, il y a un processus. Tu sais quelque chose un peu. On a passé à travers les mêmes émotions, ni plus ni moins, tu sais. Il y a... quand est-ce que tu t'es cleané? Tu sais, quand est-ce... C'est-tu à la suite à la suite du vol 236. Oui, c'est ça. Ouais. À la suite du vol 236. En 2001, ça fait 20 ans. Là. Ça fait 20 ans le 24 août. C'est ça. Demain, ça va faire 24. C'est ça. Le 24 août, ça va faire 20 ans. Mais quand je suis revenu du vol 236, là, c'était comme un déjà-vu de ma sortie de prison. Et je venais de faire un événement que personne ne pouvait m'en parler parce que personne ne l'avait fait. À l'encontre de la sortie de prison, là, j'avais toute l'aide possible pour m'en sortir, mais je ne savais pas ce que j'avais, puis je trouvais que je n'avais pas besoin d'aide parce que je m'en étais déjà sorti une fois tout seul. Ouais. Fait que là, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai vu 3 psychologues payés par la compagnie, le programme d'aide aux employés, on essaie de s'occuper de moi. Puis j'ai dit non, je ne suis pas en choc. Ils essaient de me faire dire que j'étais en choc post-traumatique. J'étais plus en choc post-traumatique quand je suis sorti de prison que quand j'ai revenu du vol 236. Je veux juste situer parce que je prends en considération que c'est sur toutes les plateformes YouTube, Spotify. Les gens ne connaissent peut-être pas ton histoire en les long 25 ans et et en moins. large. C'est ça, les 25 ans et moins, ils ne connaissent pas. Il y a quand même un crowd plus jeune qui me suit. J'ose croire qu'ils connaissent ton histoire. Puis sinon, le vol 236, tu as dû atterrir d'urgence, sauver la vie de 293 passagers. Il y a un moteur qui a lâché. Raconte cette histoire-là. On partait pour un vol de routine, Toronto-Lisbonne. On avait 293 passagers puis 13 membres d'équipage. Puis on s'en allait vers Lisbonne. Puis en plein milieu de l'Atlantique, j'ai eu une fuite massive de carburant qui a fait qu'il a amené à l'extinction des 2 moteurs. On s'est retrouvés à 39 000 pieds en pleine nuit, en milieu de l'Atlantique, puis aucun moteur qui fonctionnait. Fait que là, on a décidé de s'en aller aux Açores, puis la suite... Là, tu planes pendant ce temps-là. J'ai plané pendant 18 minutes. Ouais. Tabarouette. Puis là, tu penses mourir, tu sais. Puis c'est pour ça que je suis content qu'on ait parlé de la prison avant de parler du vol 236, parce que quand le deuxième moteur a arrêté, là, je me suis baissé la tête, puis 3 fois, je me suis dit, ça se peut pas. 3 fois, j'ai dit ça parce que ça se peut pas qu'avec le cheminement que j'avais eu, puis je m'étais repris dans la société, j'avais repris ma place comme commandant de bord, puis cette histoire-là m'arrive, m'a mourir aujourd'hui dans 10 minutes sur l'avion la plus sophistiquée technologiquement, puis je vais frapper la vague, m'a mourir. Regarde, réveillez-moi quelqu'un, pincez-moi, j'étais en train de faire un cauchemar, tu vois. Puis ça, pendant ces 3 choses que je me suis dit là, puis Michel Côté, il joue très bien dans le film, je me suis dit, tabarnak, c'est pour demain que ça va finir si je me battre jusqu'au bout. Mm-hmm. J'ai revenu en prison. Oui, la même espèce d'attitude. Là, quand j'ai été obligé d'aller confronter mon agresseur. Le cran, le chien. La folie, là, tu sais. Je suis revenu, c'est ça. Il m'a me battre jusqu'au bout, puis je peux sauver un passager, m'a le sauver. Tu comprends? La vague, je vais la prendre de côté, comme ils disent dans les livres, puis tu vois que m'en sauver des passagers, même si moi, je meurs. Mm-hmm. Puis ça, les psychologues m'ont dit que cette rage-là, puis le fait d'avoir mis en maudit, ça t'a redonné l'adrénaline nécessaire pour te rendre à l'île. Tu comprends? Je veux... tu sais, j'ai une fascination pour des personnes comme des pilotes de l'air. J'ai regardé un masterclass sur Chris Hadfield, qui est astronaute, évidemment, puis il racontait justement une fois où il y a eu de la difficulté avec la navette en essayant je ne sais pas si le terme c'est Samari, mais sur la Station spatiale internationale. Puis un des traits de caractère qui ressort dans les profils de gens comme le vôtre, c'est la capacité de gérer la pression et de demeurer logique, analytique, et d'avoir du jugement et de ne pas sombrer dans l'espèce de folie ou la gestion des émotions extraordinaire.
tu as un copilote à côté de toi. Ouais. Comment ça se passe, cette dynamique-là, à partir du moment où tu vois, pouf, le deuxième moteur s'éteint? Mais mets-toi à sa place. 28 ans, beau bonhomme, bon sportif, ça ne boit pas, ça ne fume pas, marié, et il parle d'avoir 3 enfants, puis il n'a pas encore. Gros potentiel de devenir commandant. D'ailleurs, aujourd'hui, il est commandant de bord, depuis maintenant à cause de la pandémie. Là. Il a travaillé pour Emirates Airlines basé à Dubaï, puis devenu commandant de bord sur l'Airbus 380, le plus gros avion au monde. Donc, on sentait déjà qu'il y avait un gros potentiel à ce moment-là pour devenir commandant. Puis là, les 2 moteurs arrêtent, puis il est obligé de se fier à un gars à côté de lui qui ne connaît pas. Tu comprends-tu? Puis lui, il faut qu'il se croise les 2 bras, là, puis c'est moi qui est aux commandes. Oui. Puis il faut qu'il écoute les demandes que je fais, puis les ordres que je donne pour qu'il exécute ce que je suis en train de lui demander. Ouais. Comment il a fait, je ne sais pas. Moi, le genre de gars que je suis... littéralement dans le siège passager. Ah oui, puis lui, il regarde ça venir. Puis c'est un témoin. Puis il est pilote comme moi à part entière, puis il sait exactement à quoi s'attendre, qu'est-ce que ça peut être le dénouement, qui peut être sa propre mort. Puis il ne peut pas rien faire pour la contrer parce que c'est moi qui est aux commandes. Fait que moi, tout ce que je lui disais, c'était court, bref et précis. J'avais pas le temps d'y compter ma vie. Je pense que si j'avais compté ma vie, il aurait eu 2 fois plus peur. Oui, c'est ça. il était pas, ça sent la fin. Là. Il n'était pas au courant à ce moment-là que j'avais fait de la prison. Tu sais. C'est pas grand monde qui était au courant de ça. Ouais. Ça fait que il est obligé de m'écouter et de me suivre jusqu'au bout. Là. Fait que, imagine-toi que mon mimique, la manière que je parlais, c'est ce que... Il fallait que j'aie une intensité dans la voix, une assurance de moi-même, tout en étant dans une situation catastrophique. Mais c'est ça que l'adrénaline fait. Mm-hmm. L'adrénaline, quand je me suis choqué... Laser focus, là, tu sais. Oui, puis tu viens comme dans une bulle. Tu sais, tu viens comme dans une zone. Il y a une certaine zone que tu embarques dedans, là. Ouais. Puis j'irais même jusqu'à dire que je suis devenu l'avion. Oui, oui. Tu sais, genre que peu importe ce que l'avion faisait, l'avion faisait ce que je lui demandais de faire. Mm-hmm. Puis elle réagissait très bien à ce que je lui demandais de faire. Fait qu'à quelque part, tu te demandes, tu sais, un peu Tiger Woods quand il a eu ses problèmes, mais avant, il y a un journaliste qui avait demandé comment tu fais, toi, en étant un noir dans un circuit de blanc, que tu frappes toujours le coup ou 2 coups meilleur qu'un autre, extraordinaire, que le monde capote, puis tu réussis à gagner un tournoi. Bien, il dit parce que à un moment donné, j'ai un taux de concentration élevé que je suis capable de me mettre dans une certaine zone. Mm-hmm. Puis quand je suis dans cette zone-là, je deviens le club de mon golf. Wow. Tu comprends? Ouais, lui, quand il frappe la balle, c'est lui qui frappe la balle, c'est pas le club. Mm-hmm. Fait qu'il sait où ça va aller. Il sait où il faut qu'il y aille. En plein contrôle. Ouais, en plein contrôle. Ça, c'est l'adrénaline. Hein? Fait que t'es devenu l'avion, t'as réussi à l'atterrir. Ouais. Tu suis tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu as fait en simulateur, ce que tu as lu dans un livre, entre le simulateur puis la lecture, puis la réalité, tu le vis une seule fois. Oui, mais n'oublie pas que à ce moment-là, ça m'est arrivé j'ai 30 ans d'expérience aussi. Ouais. J'ai déjà 6 ans de vol de gros porteurs, puis j'ai pas loin de 15 000 heures de vol. Fait que, à quelque part, j'ai l'expérience qu'il fallait pour ça. Puis mon expérience personnelle du passé dans la prison me servit mentalement à passer à travers l'instinct de survie. Mm-hmm. Parce que nous, on pratique les urgences 2 fois par année comme pilote professionnel dans les simulateurs. Mais là, c'était pas en urgence. J'étais en survie. Mm-hmm. Plus de moteur au-dessus de l'océan Atlantique à planer comme un vulgaire planeur avec une machine qui paye 155 tonnes avec 293 personnes. Ouais. C'est pas une urgence. Là. C'est de la survie carrément. Puis ça, j'ai eu une bonne pratique en prison, tu vois. Oui, la gestion de ce stress-là. La gestion de la survie, oui. Parle-moi de l'impact. Ouais. Tu sais, quand l'habitacle, quand l'appareil a frappé, ça devait être une violence. Ça devait être je ne savais pas comment que l'avion allait réagir sur la piste. Tu vois, parce qu'on n'était pas dans l'attitude d'atterrir, parce que j'avais plus les volets. Mm-hmm. Les volets qui nous permettent de ralentir notre vitesse et de pouvoir avoir le meilleur angle pour atterrir. Ça fonctionnait pas. Ça va-tu rebondir? C'est ça, je ne savais pas, puis j'allais pratiquement... Une fois 3 quarts, pratiquement 2 fois la vitesse normale pour atterrir avec ce poids-là, parce que nous, on a des chartes. Là, Puis là, j'allais trop vite parce que j'avais pas le choix. J'avais plus de moteur pour compenser. Fait qu'il fallait que je descende pour avoir la vitesse exacte. Savais-tu si la piste était assez longue? J'imagine que tu as toutes ces informations-là. La meilleure place pour que ça arrive, c'était là. Okay. Terceira, c'est une base militaire, moitié portugaise, moitié américaine, puis 11 000 pieds de piste. Okay. C'était la place parfaite pour faire un atterrissage d'urgence. Encore là, j'ai rien à voir là-dedans. C'était prévu dans mon plan de vol. Ouais. Si j'avais un problème au-dessus de l'Atlantique, c'est là qu'il fallait que je m'en aille. T'sais. Fait que ça a comme bien à donner. Si on peut parler d'Adon. Il y a un bon Dieu qui était là ce jour-là. Puis je savais pas comment que ça allait réagir, tu vois. Mais je savais que ça allait frapper fort avec la vitesse que j'allais. Fait que j'ai rebondi de 30 pieds dans les airs, puis j'ai avancé de 2000 pieds. Et tabarnouche. Ouais. Puis, ça, c'est le premier rebond. Le premier rebond, puis tout ce que j'avais sous mon contrôle,
c'était le freinage d'urgence. C'est tout ce qui me restait sous mon contrôle. Puis dans le temps que je suis monté dans les airs, ça a duré 3 secondes et quart. Là, le temps que je suis monté dans les airs, je me suis dit instinctivement, quand ça va toucher, m'a freiné, je verrai toujours bien ce que ça va faire. Ça aurait pu aussi bien rebondir, puis là, j'avais plus de freinage. Puis là, j'aurais rebondi sur un aile, rebondi sur le nez, puis là, ça revirait en envers, ça raccassait en 4, puis il y aurait eu des morts partout. Ou ça va fonctionner. Mais ça se passe tellement vite. Mais tu es sur l'adrénaline, là. La zone que je te parle, tu es au courant de tout ce qui se passe autour de toi. Tes sens, là, ils marchent à 150. Moi, je suis un privilégié d'avoir ressenti une fois dans ma vie l'adrénaline maximum qu'un être peut ressentir d'une manière normale, que je ne l'ai pas provoqué moi-même. Tu sais, les gars qui se tirent avec un parachute sur une tour d'Hydro-Québec, il y a 300 pieds, là, c'est sûr qu'il va être sur l'adrénaline, voir son parachute va ouvrir, puis un coup, son parachute est ouvert, il est content. Ouais. Mais il provoque son adrénaline. Moi, je ne l'ai pas provoqué. Elle est venue me chercher à cause d'une expérience que je ne suis pas fier d'avoir fait 16 ans auparavant en prison. Tu vois? Fait que j'étais un privilégié d'avoir ressenti ça une fois dans ma vie. Tu sors de là, tu es un héros. Ouais. Puis rapidement, ça passe à la brosse. Ça passe à la brosse. Ah, ben, j'ai pas le choix. J'arrive de là, tu sais, va te compter, là, puis ça, j'en parle pas souvent, là, puis vu que tu es un de mes chums, je peux te le compter, là. Ça fait 20 ans que je t'ai interviewé de tous les bords, de tous les côtés. Puis je suis pas capable encore de trouver le mot pour expliquer ce que j'ai vécu. Je pense qu'il n'y a pas de mot qui existe encore pour expliquer ma sensation, mon feeling. Je te parle d'adrénaline, puis je te parle de la peur de mourir, tout ça mélangé ensemble. C'est une sensation extraordinaire. La responsabilité d'avoir des vies humaines. La responsabilité des vies humaines, puis l'adrénaline, tu es dans le pire des scénarios, puis tu as le contrôle du scénario, puis tu sais que ça va bien aller. Pourquoi tu sais que ça va bien aller? Tu ne le sais pas, mais en temps normal, tu n'es pas supposé voler un avion de ce gabarit-là avec les 2 moteurs arrêtés, puis tu as le contrôle de ça. C'est débile comme sensation, tu vois. Puis quand je suis revenu de là, j'ai été proclamé héros national, puis en tant qu'héros national, tout le monde s'accroche à toi. Ouais. Ta femme, tes enfants, tes frères, ta soeur, ta mère, tes amis proches. Tout le monde veut graviter autour de toi. Tout le monde veut graviter parce que tout le monde se font parler, qui savent que son parent avec Robert Piché, se font parler. « Hey, tu connais Robert Piché? » « Ben oui, je suis allé à l'école avec. » Tu sais. Puis là, toi, tu veux dire que tu as eu peur, tu veux dire que tu as chié dans tes culottes, puis tu veux dire que « Aidez-moi quelqu'un à me sortir de ça. » Mais tu peux pas parce que tout le monde s'accroche à toi. Il faut que tu restes fort comme un roc. Ils t'ont donné le rôle, tu sais, c'est ça. Oui. Fait que la seule manière que j'avais, c'est de partir sur la brosse. Ça a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois. 6 mois, là, ils tiennent bien ça à tous les soirs. 6 mois de temps. À tous les soirs. Hey, ça à tous les soirs, oui, monsieur. Puis moi, j'étais un gars qui s'entraîne beaucoup, un peu comme toi. Là. Puis je m'entraînais le matin pareil, tu sais, par culpabilité. Puis j'avais tu sais, au bout de 6 mois, j'avais de la misère à m'entraîner. Puis je disais, voyons, je peux pas continuer à prendre un coup de main. C'est le seul remède que j'avais. Il me fournissait des professionnels pour jaser avec, puis personne n'était capable de mettre le point sur le bobo que j'étais en train de vivre, à part une femme que j'ai rencontrée au bout de 6 mois. Ouais. Au bout de 6 mois, j'étais allé voir le programme d'aide aux employés chez Transat. Puis j'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. Ils ont dit, ben, on va te rentrer dans un programme de désintoxication. Fait que là, genre, non, je ne m'ai pas encore me présenter un docteur, puis un psychologue, puis ci, puis ça. Mais c'est pas ça que j'ai de besoin. Non. Va voir ce docteur-là, là. Puis après, tu prendras ta décision. Parce que tu peux te déclarer alcoolique dans une compagnie, une corporation, mais si tu ne veux pas suivre un traitement, ils ne peuvent pas, selon la loi du travail et la loi des droits de l'homme, ils ne peuvent pas t'obliger à suivre un traitement. Mais ils peuvent te monter un dossier pour te mettre dehors, par contre, tu comprends? Fait que là, je suis rentré dans le bureau de cette dame-là, puis dans le film, on le voit, là, c'est D'Amour qui joue le rôle du thérapeute, puis Michel qui joue mon rôle. Puis ça dure 3-4 minutes, D'Amour, il ne parle pas les 2-3 premières fois. Là, puis là, je me lève et je m'en vais en maudit. Mais avec elle, ça a duré 45 minutes. Moi, je suis l'héros national. Là. Ça brosse depuis 6 mois. Là. J'ai la tête grosse de main. L'ego démesuré. Puis elle, là, elle ne me parle pas. C'est quoi cette affaire-là? Les autres continuent. Déjà, d'emblée, les autres me parlaient. Ils disaient, Monsieur Piché, on va s'occuper. Elle, pas un mot. Puis elle en regardait ses dossiers. Je la tape. Tu sais, quelle bonne tape. C'est ça. Puis là, elle dit, au bout de 45 minutes, elle dit, Monsieur Piché, elle dit... je ne peux pas vraiment vous aider. Je dis que je fais ça d'abord. Ben, elle dit, il faut que vous vous aidiez vous-même. Je dis, comment je fais ça? Si vous écoutez ce que j'ai à vous dire, puis vous faites ce que je vous dis de faire, dans 3 mois, vous avez votre licence de pilote. Parce qu'il t'enlève ta licence de pilote quand tu te déclares alcoolique. Ah oui. Il dit, dans 3 mois, vous reprenez votre licence de pilote. C'est le protocole. Mais je dois vous dire que 96% des pilotes que je traite, ils n'apprennent jamais leur licence avant 2 ans.
Ça a-tu été le petit volet compétitif que tu avais besoin d'entendre? J'étais sûr de ça, 3 mois. Oui, 3 mois. J'ai repris mes licences 3 mois après. Parce que cette personne-là m'a sauvé la vie. Ah oui, tu as le volet compétitif, toi. Oui, puis elle m'a sauvé la vie. Parce qu'elle m'a dit les vraies affaires. Mais c'est même ça marche. Vous avez un problème d'alcoolisme. Moi, je peux le régler, votre problème. Mais il faut que vous fassiez exactement comme je vous dis. Ouais. Puis elle m'a sauvé la vie. Hein. Sans ça, j'aurais continué sa brosse. Je ne pouvais pas continuer à boire de même sans que quelque chose pète à quelque part. Tu sais. Ça, c'est il y a 19 ans. Oui, c'est il y a 19 ans. Ouais. Bravo pour cette. Je serais mort. Tu sais, moi, je serais mort aujourd'hui. Si j'avais continué à boire, je serais mort. Ça mène à 3 places. Hein, la prison. La folie ou la mort. Hein, c'est ça. Ouais. Il y a. Parle-moi de ce processus-là. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Tu sais, on entend ton histoire. Évidemment, moi, comme n'importe qui, j'ai envie de t'entendre le raconter, le vol 236. J'ai envie de t'entendre les histoires, les anecdotes de prison, de tout ça. C'est flamboyant. Ça sort de l'ordinaire. Il y a comme un. Acheter ma nouvelle biographie. Tout est dedans. Ben oui. D'ailleurs, c'est ça. T'es pas venu les mains vides. C'est extraordinaire. Ouais. Je veux montrer. T'as dit que t'as repassé par-dessus. Oui, je l'ai réédité. Puis j'ai mis 2 chapitres de plus pour. Le mettre au goût du jour, ce que je suis rendu présentement. Tu sais. Il y a celle-là aussi, je vais montrer la bande dessinée. Excuse-moi. La bande dessinée, c'est pour attirer les jeunes. Ouais. Ça, je compte, c'est sûr, on ne parle pas de prison pour ça là-dedans, mais je compte qu'est-ce qui a fait qu'un petit gars de Montjoli a rêvé pour devenir pilote international, qui n'était pas évident dans le temps. Tu sais. T'es inspirant, puis j'imagine que tu reçois toutes sortes de messages de gens qui te demandent comment tu as fait pour aller mieux. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ce processus-là, parce que tu le sais, dans le mouvement des AA, on va parler de dérape, des fois on va parler d'histoire, puis ultimement, ça, c'est dans une autre vie. Là, il a fallu que tu te reprennes en main. Ouais. Tu as eu cette personne-là qui a été l'élément déclencheur. T'es-tu allé en thérapie? Moi, j'ai suivi une thérapie suite à ça. Elle m'a rentré en thérapie, une des meilleures maisons à Montréal. Puis je suis sorti de thérapie, mais je n'étais pas convaincu que j'étais un alcoolique. Tu vois? Je savais qu'il fallait que j'arrête de boire. Je savais que j'allais être sa surveillance, à watch. Hein? Le monde, quand on se ramasse à Paris, en Italie, partout à travers le monde, on va tout manger, prendre un verre, puis tout, dans nos temps off. Puis je savais que le monde allait me surveiller, voir si je prenais un coup. Puis le monde, ça rappelait côté. Tu sais comment c'est, des employés. T'sais. Fait que j'ai dit à ma femme, je ne consommerai pas, on va tout bien voir. Mais quand j'ai rencontré mon mentor avait déjà travaillé avec mon père quand j'avais 8 ans. Puis il avait parti le groupe des AA à Montjoli, d'où j'ai grandi. Fait que j'étais déjà au courant des AA. Puis à un moment donné, je suis allé dans un congrès, puis il était là, lui. Puis il m'a approché, il dit « J'aurais besoin de ta fondation pour partir une maison de thérapie. » Vu que je le connaissais déjà de mon jeune âge, je dis « Oui, ça pourrait m'intéresser. » Puis là, on a parti la fondation pour commencer à... Puis là, il m'expliquait comment ça marchait, comment son cheminement à lui avait été. Ouais. Il m'a pas dit quoi faire, il m'a parlé de son cheminement. Ce qu'il faut que tu fasses avec un autre alcoolique. Tu comprends? Il ne faut pas que tu le confrontes. Tu partages, puis ça inspire. C'est ça. Fait que lui, il m'a dit, il m'a tout compté sur son cheminement. Puis il dit, il faut que tu rentres dans le programme des 12 étapes. J'ai dit, c'est quoi ces 12 étapes? Parce que moi, la thérapie que j'avais suivie, il n'avait jamais parlé. Ouais. J'ai commencé à prendre les 12 étapes. Puis je dis, comment je fais ça? Bien, tu commences par ta première, puis je vais t'aider à travers le processus. Fait que ce gars-là, je l'ai suivi pendant 15 ans de temps jusqu'à sa mort. Puis aujourd'hui, je suis rendu là. C'est le programme des 12 étapes qui m'a sauvé la vie, dans le fond. Tu sais. C'est un programme extraordinaire, que tu sois dépendant ou pas. Moi, je me souviens, ma première thérapie, c'était en 2011. J'étais aux Alouettes, puis j'ai eu ma commotion cérébrale. Il n'y a plus rien qui va, je l'échappe, ça va pas bien. 3 coéquipiers qui viennent me voir. Puis je pars un peu en cachette parce qu'on est encore dans la saison, même si moi, ma saison était terminée à cause de la commotion. Puis, premièrement, il y a le volet un peu humiliant d'être une personnalité publique. Quand je suis rentré en thérapie, c'était dans un centre à Lanoret. Il y a des résidents qui me voient arriver, qui font « Tabarnouche, on a une conférence d'Étienne Boulay à soir. » Hey, moi, j'ai déjà honte. Mais je m'en vais là, puis je vais être un résident comme lui, là, tu sais. Fait que... J'ai vécu la même chose. C'est raide, tu sais. L'héros national, qu'est-ce qu'il a fait ici? C'est ça, je suis comme vous autres. ça te ramène sur le plancher des vaches, pas à peu près. Il y a... écoute, première session, il y a quelqu'un qui parle des 12 étapes. Puis, tu sais, sportif, moi, je suis dans l'action. Parfait, donne-moi les 12 étapes. Tu sais, c'est comme un programme d'entraînement. Tu commences avec du bench, après ça, des squats. Tu m'as fait faire des 12 étapes, je suis sorti de là dans 1 heure, tu sais. Mais c'est pas de même que ça marche. Tout à fait de même, ça marche. Tabarouette. Fait que...
Mais c'est un beau programme, puis tu as continué à l'appliquer. Ouais, tranquillement, pas vite, avec mon mentor. J'ai commencé à l'appliquer, puis là, je me commençais à m'intéresser plus aux réunions des AA. J'ai commencé à être demandé en partage parce que je suis une personnalité connue. Ouais. Puis là, il a dit ton partage est très important. Essaie de le peaufiner pour passer le message des 12 étapes, puis que c'est quoi ton rétablissement, puis d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, puis ce que tu vas faire dans l'avenir. Puis tout ça en forme a fait qu'aujourd'hui, je vis les 12 étapes complètement, tu vois. As-tu eu des moments de faiblesse ou des rushs de rechute? Envie de boire, tu veux dire? Ouais. Ben, je vais te dire, moi, en tant que manipulateur, on se manipule nous autres mêmes, là, dans mon actif. Je m'étais dit, je vais arrêter de boire pendant 10 ans. Puis dans 10 ans, quand la poussière sera tombée, le monde va avoir oublié que le commandant Piché prenait un coup, là. Puis j'ai recommencé à prendre un coup. Au pire, aller, je m'isolerai tout seul dans ma chambre d'hôtel avec 2 bouteilles, puis je me saoulerai en regardant la TV, me coucherai pour moi, tu sais. Fait que, mais par contre, j'ai connu le programme des 12 étapes entre-temps, puis j'ai embarqué dans le programme. Mais, les petits crosseurs dans ma tête, là, 10 ans exactement, jour pour jour, quasiment à l'heure près, il me dit « Hey, ça fait 10 ans que j'attends, moi, là. Quand est-ce que ça repasse à la brosse? » Puis, le subconscient a fait que moi, j'aimais bien aller à Paris quand j'étais dans mon actif. Puis je disais à tout le monde, j'aime aller à Paris. Puis je suis allé peut-être 300 fois à Paris comme pilote. J'aime ça aller à Paris parce que c'est un musée à ciel ouvert. Puis ça, c'est toute de la petite bullshit parce que le vin coûte moins cher que le lait. Moi, je savais qu'en allant à Paris, j'en enverrais de maudit. Mais c'est pas ça que tu te dis. Tu te donnes une autre excuse pourquoi tu aimes aller à Paris. Puis ma femme avait remarqué que 2-3 jours avant de partir pour mon vol de Paris, je vais sourire aux lèvres facile. Puis ça, c'était inconscient. Hein? Puis à un moment donné, j'étais à Paris. J'arrive le matin, puis je suis abstinent, tu sais, puis je suis dans mon programme, puis tout, puis je me lève l'après-midi, puis j'ai soif. Ouais. Ben, j'ai dit, je suis à Paris, je vais aller m'acheter une bouteille, personne ne va savoir, ça fait 10 ans. Puis mon mentor m'avait dit, c'est sûr et certain que dans ton cheminement, Robert, là, qu'à un moment donné, tu vas avoir soif, puis tu vas être tout seul au monde. Mm-hmm. Quand même, tu essaies d'appeler tes chums, ils ne seront pas là. Quand même, tu vas essayer de faire des meetings, les meetings vont être fermés. Ouais. Peu importe ce qui va t'arriver, tu vas être tout seul au monde, puis ça va être juste à toi de prendre la décision de boire ou pas boire. Mm-hmm. Ben, je dis, voyons, si j'ai envie de boire, moi, aller boire certains, j'étais un bum. Il dit, non, il y a une alternative. Mets-toi à genoux, puis demande très fort à ta puissance supérieure de réagir. Ouais. Dis que tu y laisses ça, ta soif dans les mains, puis la puissance supérieure, elle va faire quelque chose pour t'aider. C'est ésotérique un peu. Là, écoute bien, là. Commandant de bord, héros national. Je suis dans ma chambre d'hôtel, je mets mon manteau, je viens pour sortir, puis je pense à ça. J'ai dit, OK, je rentre dans ma chambre d'hôtel, me mets à genoux à côté de mon lit. Puis il ne faut pas que tu dises, non, faut que tu le dises tout fort pour que ton subconscient le pogne. J'ai dit, bon, ben là, sacrément, là, si tu fais rien en haut, puis si tu existes pour le vrai, parce que mon mentor a l'air à croire que lui, il était rendu une cinquantaine d'années d'abstinence. J'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose, parce que moi, dans 15 minutes, j'ai une bouteille, puis je passe à la brosse. Puis je sors dehors avec ça. Ça, c'est la pure vérité. Là. Je sors dehors, je fais le tour du coin de l'hôtel, je arrive face à face avec un collègue de travail que je ne savais pas qu'il était là. Ben non. Puis il me dit, hey, Piché, je suis content de te voir. Écoute, j'ai des petits problèmes personnels, puis toi, tu as suivi une thérapie, là, j'aimerais ça te parler de quelque chose. Là, moi, dans ma tête, là, je vais aller chercher une bouteille, puis lui, je n'ai rien à foutre de lui. Ouais. Je m'ai parlé 5 minutes, puis tu sais, là, il m'amène chez le Starbucks, on se prend un café, il se met à me parler qu'il y a des problèmes sexuels avec sa femme. Il pense que sa femme le triche quand il est parti en dehors. Puis là, il me compte ses affaires, puis quand il arrive chez eux, il me semble que telle affaire, qui n'est pas comme... J'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, moi, on a couché en même temps à Rome, là, à peu près 3 mois. Puis quand on était dans le souper, toute la gang ensemble, t'es parti avec une petite fille de 22 ans, t'avais de l'air à t'en foutre. Quand ta femme t'a triché, bon, oui, je sais bien, mais là, tu te sens coupable parce que tu l'as triché, puis là, tu penses que c'est elle qui tu projettes ce que tu es en train de switcher, là, tu sais. Puis là, finalement, j'ai parlé avec les gars une heure et demie de temps, puis j'ai compté comment ça marchait dans une thérapie, puis le programme des 12 étapes, puis c'est pareil, tu sais. Puis ça t'a replongé. Là. Puis on est revenu à l'hôtel, puis en rentrant dans ma chambre d'hôtel, j'ai dit, tabarnouche, j'ai pas été acheter une bouteille. C'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, sacrément, ça fonctionne. Ça fonctionne, hein? C'est pour te dire, mais il faut que tu sois rigoureusement sincère. À la rigoureuse honnêteté qui parle si souvent. Il faut que tu sois rigoureusement honnête avec toi-même. Moi, j'ai une gang de chums qui, dans les débuts, tu sais, quand je continuais des fois à recevoir des amis ici, puis tout ça, puis avant de faire des prêts à boire atypiques, là, sans alcool, je me faisais mon petit Virgin Caesar. Tu sais, Clamato, petit shot de Clamato, t'as l'impression que c'est comme un Caesar. Puis ces chums-là, souvent, ils prenaient mon verre puis ils goûtaient. Tu sais, ils ne trustaient pas.
Puis bref, j'ai une couple d'années d'abstinence, puis je m'en vais souper dans un restaurant. Ça m'a pris du temps avant de retourner souper en ville parce que, écoute, c'était fou. Je rentrais dans un resto. Première affaire que je spottais, est où la toilette? Ah, c'est une toilette fermée, individuelle. C'est une toilette propice pour aller, parce que moi, c'était la côte. T'sais. Ceci étant dit, ce soir-là, je commande un Virgin Caesar et je le bois. Puis après ça, je suis feeling. Puis je me rends compte, tabarnouche, j'étais pas un Virgin. Elle a oublié, s'est trompée. Elle s'est trompée. Puis je commence à être feeling. Puis là, le crosseur embarque. Puis là, je me dis, je vais me recommander un autre Virgin. En espérant qu'il va arriver encore pas Virgin, tu sais. On est menteur. Puis là, je me dis, avant de le commander, je vais aller pisser, tu sais. Parce que j'étais à croiser des chemins en tabarnouche, là. Puis là, je me dis... T'es dans le pattern. Que ça compte pas comme une rechute. Parce que c'est pour moi qui l'ai commandé, c'est pas ça que je voulais. Mais là, le prochain, je le commande, par exemple, parce que je peux pas me mentir à moi-même. Puis j'étais en train de pisser. Puis il y a un gars qui s'en vient pisser à côté de moi, il fait « Boulet, je veux juste te dire merci d'avoir parlé ouvertement, d'être allé en thérapie. Tu m'as sauvé la vie parce que moi aussi, j'ai arrêté de boire. » J'ai pas été capable de parler. J'étais allé me laver les mains, puis je me suis dit... Parce que des histoires comme celles que tu racontes, il y a beaucoup de gens dans le programme qui m'en ont conté. Puis jusqu'à ce que ça t'arrive, tu te dis c'est des hasards. Puis là, je fais comme... Ça marche-tu vraiment? Puis c'est pas un hasard. Non. Ce soir-là, il y a quelqu'un, quelque chose, bon Dieu, puissance supérieure, la vie, name qui a placé ce gars-là sur mon chemin, me dire « Va pas là, Boulet. » Puis, ce que j'ai fait, mais j'ai pris mon addition, puis j'ai sacré mon camp. Puis, évidemment, c'est le genre de situation qui te fait réfléchir, mais tu as raison qu'à un moment donné aussi, des fois, tu vas être testé, puis on a des patterns à désancrer. Je me souviens d'une autre situation. Je donne des conférences à la route. Moi, sa route, c'était source de rechute parce que je me disais, je peux pas inquiéter personne. Écoute, personne ne va le savoir. Personne ne va le savoir. Écoute, je finissais par ne pas me présenter à mes conférences. Je me présentais pas à mes engagements. J'étais tout seul, chaud, raide, gelé tête dans la chambre d'hôtel. Fait que là, je m'en allais pas pour consommer pendant tout, mais je reste sur la route où je file festif. Rencontre quelqu'un, rencontre un autre, finis dans un party, puis je me retrouve avec du beau monde, petit party intime, puis il y a des lignes de coke sur la table. Et là, encore une fois, je me dis, il y a du beau monde, il y a de la coke, il y a de l'alcool, je suis sur la route, pas un esti-chat qui va le savoir. J'ai pris mes affaires, puis je suis parti en taxi, puis je suis rentré à l'hôtel, puis tout le long, le 15 minutes de ride d'hôtel, j'ai juste envie de revirer de bord. Je me suis couché ce soir-là à l'envers, puis je me suis réveillé le lendemain matin. La vibe avait changé. Fier de moi d'avoir été capable de le faire. Puis surtout, j'ai gagné en confiance de me dire, Asti, je suis capable. Si j'ai capable de dire non à ça, je suis capable de dire non à n'importe quoi. À n'importe quoi, mais aussi avec la réflexion de faire comme Chris. Ça fonctionne. Mais comment j'ai fait pour me mettre les pieds dans les plats? Puis me retrouver dans cette situation-là, c'est sournois, hein? Ouais. Puis des fois, tu te dis, mais dans le courant de la soirée, j'ai pris cette décision-là. Ça, c'était ta tête. Pensant que ça allait arriver. Tu sais, inconsciemment, voulant peut-être aller tester. Fait que je suis un privilégié. Moi, j'approche, écoute, ça va faire 5 ans au mois de janvier. Fait 4 ans et demi. Ouais. Puis j'aime ça que tu aies le guts d'en parler parce que de voir que des gens comme toi qui en parlent, c'est un attrait. Puis, tu sais, on le sait, un des slogans du programme, c'est l'attrait plutôt que la réclame. C'est d'ailleurs ça qui t'a attiré vers ton mentor. Puis aujourd'hui, ça se ressemble. Tu sais, comment ça s'articule ta sobriété? Tu sais, il y a comme un volet gratitude pour ce que tu as. Il y a un volet où tu dois cheminer aussi. Tu dois te garder proche du programme. J'imagine qu'en partageant ton histoire, ça te rappelle d'où tu viens et où tu veux plus retourner. Bien, tu sais, tu le sais, en tant que personnalité connue, on est souvent invité dans toutes sortes de cocktails, des affaires de même, puis ça coule à flot, tu comprends? Ouais. Puis mon mentor m'avait dû dire la rigoureuse honnêteté. Moi, si tu mets un verre de vin devant moi, là, c'est sûr que je suis capable de le boire, sans problème. Puis je ne partirai pas sur la brosse là. Mais dans un mois, on m'aura 3 bouteilles. Mm-hmm. Fait, si je suis rigoureusement honnête avec moi-même, puis je dis non au premier verre, il n'y a plus de problème. Mais il faut que je sois rigoureusement honnête avec moi-même. Puis moi, dans le cheminement des 12 étapes, c'est la 3e et la 10e. Moi, la 3e, je me lève et je dis, fais ce que tu veux avec moi aujourd'hui, là, puis fais-moi dire ce qu'il y a à dire, puis occupe-toi de mon cheminement. Puis la 10e, quand je passe une chire, comme on vient de se compter, mais la 10e me ramène dans le droit chemin. Tu comprends? Je suis pas j'applique la première étape, je suis pas celui qui est le plus capable de les réciter, mais la 3e, c'est de confier sa vie à Dieu. Oui. Puis la 10e, c'est que elle dit ni plus ni moins que faut que tu fasses un bilan personnel de ta journée, puis essayer de corriger ce que tu n'as pas fait de correct. Mais moi, je suis plugué direct.
Fait que si je passe une chire à cause de mes traits de caractère, puis que je pars encore parce que je suis toujours le même Robert Piché que j'étais avant et après la consommation, tu comprends? Fait que là, la 10e me dit, mais non, c'est pas correct ce que tu fais, parce que tout le monde s'est prouvé que le gars qui rechute, il prépare sa rechute. Ce que tu viens de compter, ce que je t'ai compté, c'est on prépare nos rechutes inconsciemment. Mais si tu ne te ramènes pas avec les étapes, bien là, c'est sûr et certain que tu vas flancher. Comme la 4e étape, faire un bilan personnel. Écoute bien, là, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait comme connerie, là, ça, dans ta consommation. Après ça, faut que tu le dises à toi-même, faut que tu le dises aux bons yeux, faut que tu le dises à un autre être humain. Écoute bien, là, moi, que je prends un inconnu, là, puis j'ai dit, connerie, ça prend-tu de l'humilité, tu penses? Hein? Mais ça, c'est voulu, hein? Ton subconscient le pogne. Quand ton subconscient l'a pogné, bon, au moins t'avouer. C'est comme la 8e et la 9e. Faut que tu fasses des mentions honorables. Je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, mais moi, les mentions honorables, tu sors de là. 90% du temps, les gens disent je suis content que Robert, je savais que c'était la boisson, tout ça, mais au moins tu le réalises, tu viens t'excuser. Je suis content que tu me fais une mention honorable, puis je suis fier de toi. Puis tu sors de là, madame, t'es pompé au maximum. Gonflé à bloc. Tu as réparé quelque chose aussi dans la mesure du possible. Il y a, tu sais, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te demandent comment s'en sortir? Tu sais, y a-t-il quelque chose que tu répètes? C'est ce qu'on est en train d'établir. Le centre va s'appeler le Centre Robert Piché Elfège-Roussel. Elfège-Roussel, c'est le nom de mon mentor. Vu que c'est lui qui m'a montré le chemin, je mets son nom dans le centre. Tu vois. Puis je le dis à mes thérapeutes, puis je le dis à la directrice clinique, il faut partir, être honnête en partant. Il faut que tu aies le désir sincère de vouloir arrêter de boire. Puis ça, il faut que tu le sentes en partant. Il ne faut pas que tu le prennes le gars parce que tu as besoin d'argent pour payer tes comptes. Là. Parce qu'on a un mentor qui va s'en occuper de ça. On a un médecin qui va s'en occuper de ça. Fait que puis là, j'arrive toujours à la 3e étape, la notion de Dieu. La première étape, c'est t'admets. Tu dis pas que tu es un alcoolique. Tu fais juste admettre que tu as peut-être des problèmes avec ta consommation. Fait que là, tu fais juste admettre. Je peux bien admettre ce que tu veux, sacrément. Mais tu fais juste admettre. La deuxième moitié de ta première étape, c'est que tu as perdu le contrôle de ta vie. Fait que là, quand tu penses à tout ça... Ça, c'est facile à faire, relativement, parce que tu t'en aperçois. Tu regardes le bilan, tu fais comme, OK, je l'échappe là, puis là, j'admets que j'ai des problèmes. J'admets que j'ai des problèmes. Puis là, après ça, tu te dis, la deuxième étape, faut que tu commences à croire que c'est quelque chose de plus grand que toi qui va régler ton problème. Ça, c'est un autre paire de manches. Mais non, parce que tu as essayé 12 fois par toi-même, puis ça n'a jamais marché. Ça veut dire que si tu commences à croire que peut-être quelque chose de plus gros que toi qui peut régler ton problème, ça veut dire que si tu n'es pas capable de régler par toi-même, donc c'est pas toi il faut qu'il règle. C'est quelque chose d'autre. Puis c'est là que la 3e étape embarque. Puis c'est là qu'on a de la misère dans une thérapie. Fait comprendre la notion de Dieu. Puis la notion de Dieu... Aujourd'hui, c'est plus spirituel que Dieu. Oui, c'est Dieu, c'est la vie, c'est une puissance supérieure, comme tu as dit. Le gars qui a consommé, moi j'ai consommé pendant 30 ans de temps, j'ai viré des bras dans des trous à travers le monde, là, tu peux pas t'imaginer. Là. Puis tu te dis, le Dieu, qu'est-ce que le bon Dieu vient faire là-dedans? Fait que là, je rentre mon histoire dans 2,36. J'explique aux gars le vol 2,36 qui m'ont dérouté de 60 000 au sud de ma route. En 25 ans de traversée transatlantique, j'ai jamais été dérouté de ma route originale à mon plan de vol. Le seul soir que j'ai été dérouté, c'est le vol 236 de 60 000 au sud qui m'a rapproché de 60 000 aux Açores, au nord des Açores. Si je n'ai pas ce déroutement-là, je ne me rends pas. C'est pas moi qui l'ai demandé. Là. C'est qui a fait que je me suis dérouté de 60 000? Là, le gars peut toujours bien dire « Ah, c'est le contrôle aérien. Oh, » Mais pourquoi moi? Pourquoi à moi? Puis pourquoi c'est arrivé comme ça? Puis pourquoi les deux moteurs? Il aurait pu me dérouter 60 000, puis les moteurs n'auraient pas arrêté. Tu comprends? Fait que il y a quelque chose de plus fort que moi qui a fait qu'il m'a dérouté parce que sur tout le réseau de ma compagnie aérienne, toutes les lignes qu'on faisait, la seule ligne qu'un problème de même pouvait arriver, c'était Toronto-Lisbonne avec un 60 000 de déroutement. Si je n'ai pas le 60 000 de déroutement ou je suis sur une autre ligne de traversée transatlantique ou transpacifique, je crache dans l'eau. Fait que c'est pas moi qui ai contrôlé. Ah, c'est moi qui ai accepté le déroutement, oui, mais c'est pas moi qui l'ai provoqué, le déroutement. Il y a quelqu'un qui l'a provoqué pour moi. Et puis pourquoi il l'a provoqué? Pour que j'atterrisse, je devienne héros national, que je parte de maison de thérapie puis j'aide un autre alcoolique. C'est fou, hein? c'est... Résumé grosso modo. Mais puis ce qui demeure dans ce programme-là, la trame de fond, c'est l'humilité.
Ah ouais, tout le temps. Parce qu'à partir du moment, tu le sais, là, à partir du moment, tu sais, puis moi, ma feuille de route fait en sorte que il y a des soirs où je me couchais puis je me trouvais hot en tabarnouche. Je l'ai-tu l'affaire, un petit blanc de Montréal-Nord qui joue au foot aux States, tu sais, le monde est contre moi, gna, gna, gna. Hey, à chaque fois que je me mets à me prendre pour quelqu'un d'autre, la vie a une façon de me ramener, tu sais. Fait que l'humilité, de l'entretenir, cette humilité-là. Et d'être vrai dans ton humilité. Ouais. Pas juste un jeu, pas juste une game que tu joues. Faut que tu sois vrai, tu vois. Il y a... moi, où ça bloquait en début de thérapie, comme je te dis, moi, ce processus-là, il a pris 6 ans. Puis à la limite, je suis peut-être un peu chanceux dans le sens où j'avais pas, comme toi, 30 ans de bagages puis de pattern de boisson. Tu sais, moi, c'était à peine quelques années, puis seulement peut-être une couple de mois qui était vraiment problématique. Mais ensuite de ça, évidemment, il y a eu les 6 ans où c'était up and down, où tu t'enfonces, où tu te sors la tête de l'eau un petit peu quelques temps, puis après ça, tu as tout le volet perte de confiance qui vient avec ça. Mais moi, comme je te disais, j'avais aucun problème avec la première étape. Admettre que j'ai des enjeux avec l'alcool puis que ça éclabousse plein de sphères de ma vie. Mais entre l'admettre et l'accepter, elle était là, la grande nuance pour moi. J'étais capable de l'admettre. C'est facile à admettre. Toute ma famille était en tabarnouche. Ah oui, tu peux admettre. Ma blonde, elle me fait plus confiance. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu avais tout entièrement raison, mais je n'arrêterai pas pour autant. C'est ça, mais je ne l'accepte pas. Je ne pouvais pas concevoir qu'à 30 ans, moi, je pourrais plus prendre une goutte de ma vie. Puis, sais-tu à quel point, tu sais, le cerveau, tu parles du petit crosseur, ça se peut pas. Ce que je disais, je passais des soirs, on partait sur la galère, je prenais vodka Red Bull, puis de la Coke. Puis évidemment, je dormais pas de la nuit. Puis le lendemain, je me disais, c'est le Red Bull. Tu sais, c'est le Red Bull qui m'a... Il n'y a aucune cause contre la Coke. C'est pas à faute de la Coke. C'est comme le gars qui mange une pizza puis il boit une caisse de 24, la maudite pizza était pas bonne. C'est ça, elle m'a rendu malade. Fait que tu sais, je blâmais à ce que j'étais capable de me débarrasser. Puis je tenais mordicus à garder ma consommation. Fait que ça a été vraiment... On se manipule nous autres mêmes. C'est fourette. Puis tu sais, des fois encore... En fait, je pense que la plus belle affaire dans ce programme-là, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. D'apprendre quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, puis d'apprendre quels sont aussi mes patterns. Ouais. Je le sais, moi, là, quand je commence à être un petit peu plus impulsif, quand je commence à être un petit peu plus agressif. Puis moi, souvent, ça se manifeste en voiture. Je vais conduire, puis là, on dirait que dans le temps, j'étais capable de mettre de la musique puis de me craquer parce que je savais que le dimanche après-midi, je mettais mon casque, mes épaulettes, puis je pouvais aller frapper quelqu'un d'autre. Là, à cette heure-là, j'ai plus l'occasion d'aller frapper personne. Si je le fais, ça sera pas. Puis là, on dirait que mon cerveau part, puis je me mets des mises en situation, que le gars en avant me coupe, que si ça. Puis je suis assez conscient. Tu prépares ton pattern. Je suis assez conscient maintenant pour faire comme, est-ce que tu es peut-être dû pour appeler quelqu'un? Ouais. Pour appeler un membre, pour faire un meeting, pour faire de quoi? Fait que, il y a un beau processus là-dedans, puis c'est un processus qui doit recommencer à chaque 24 heures. T'sais, parce qu'encore une fois, quand tu penses que tu l'as, c'est là que tu es en danger. C'est là que tu es dans la merde. Ah ouais, c'est sûr. Une chose qu'on enseigne aussi en thérapie que je trouve importante à comprendre, c'est que il y a des facteurs de rechute, entre autres, quand tu as des événements dramatiques qui t'arrivent ou quand tu as des événements extraordinaires qui t'arrivent. Les highs et les lows dans une journée vont être des facteurs soit de récompense, soit de réconfort. De réconfort. Ouais. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça. Puis moi, je suis encore en apprentissage. Comme tu sais, je ne suis pas celui qui est le plus à jour avec toutes les 12 étapes, mais il y en a une que je pratique puis que je fais à perfection. C'est la première, puis c'est de me le rappeler à tous les jours d'une façon ou d'une autre, de me dire « sac, je suis un alcoolique, toxicomane, j'ai des problèmes. » Puis de réaliser que ce que j'ai aujourd'hui, le bonheur que je ressens, les relations que j'ai réussi à rebâtir, la qualité de vie que je suis capable d'avoir, c'est grâce au fait qu'il n'y a pas loin de 5 ans, mais j'ai arrêté de consommer. Fait que c'est de jongler avec ces deux. Mais ils le disent, dans les promesses, ils le disent dans les traditions. La peur des gens et la sécurité financière va disparaître. Puis c'est vrai, moi, ça a disparu complètement, ça. T'sais. Avant, je m'isolais dans ma chambre d'hôtel. Moi, j'arrivais, de Montréal, là, j'arrivais à Paris. J'étais content d'aller à Paris. On arrivait à 10 h le matin, on avait passé la nuit debout parce qu'on traverse l'Atlantique de nuit. Ouais. J'allais à l'hôtel, j'allais me coucher. Ma femme me voulait tout le temps que je ramène 2 bouteilles de Bordeaux biologique. Elle, c'est le seul vin qu'elle boit. Puis je me levais à 2 h, j'allais acheter ces 2 bouteilles, je m'achetais une bouteille à moi. J'achetais une pizza congelée, on restait dans des petits appartements. Mangeais la pizza à 2 h, j'avais faim.
sifflais les 3 bouteilles. Puis à 6 heures, je sortais avec mon équipage pour aller prendre un coup. Le lendemain, je me revenais, ma femme me disait, paye mes bouteilles de vin. Chérie, j'ai pas eu le temps d'aller. Tu les avais bu, tu sais. Non, c'est un pattern. C'est un pattern, comme ouais. tu dis. C'est des histoires de pattern. Tu comprends? T'as pas le choix. Écoute, c'est drôle hein, parce que, tu sais, moi, au niveau de la coke, il y a tout le pattern. Au début, tu consommes avec des gens. La manière, tu finis par plus consommer avec du monde. Tu consommes tout seul. Mais même moi, pendant ce processus-là, les gens avec qui tu consommes, souvent, tu vas partager un petit baggy avec la substance. Mais il y en avait, j'en gardais, moi, dans mes poches que je ne partageais pas. Ah oui, ben oui. Ben non, parce que celui-là, c'est mon backup plan. Ah, fait ça, que si j'en partage un, mais je leur dis pas que j'en ai. Ah ouais. Parce que, écoute, fait que c'est là, tu sais, de dire que c'était un petit sac de poudre blanche qui me menait par le bout du nez. Là, écoute, je faisais des détours. Puis on parlait d'être créatif. C'est quand j'ai pas de temps dans la journée, j'ai plus d'argent dans le compte parce que je l'ai flambé. Je trouvais le moyen pareil. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté de la sobriété, c'est que tu peux conserver cette motivation et cet aspect créatif-là puis le mettre à des endroits qui sont comme je te disais sains, tantôt, dans 16 mois de prison, j'ai réussi à me sortir de ce guet-là sur un 10 ans de sentence. C'est parce que j'ai eu la tête claire pendant 16 mois de temps. Tu comprends? Ouais. Fait que quand je suis sorti, j'aurais dû dire qu'est-ce que tu viens de faire, la tête claire? Reste donc la tête claire. Ben non. Je suis parti ça à brosse. Je veux dire, pour compenser. Parle-moi de la dynamique avec ta femme. Il y a eu des choses à rebâtir. Ben moi, ma femme c'est une prof de yoga. T'sais. Elle est zen. Ça ne boit pas, ça ne fume pas, ça ne sac pas. Ça lit des ressourcements, ça suit tous les grands maîtres penseurs à travers le monde, Dalai Lama, etc. et compagnie. T'sais. Puis quand je l'ai rencontrée, j'étais solide sur la brosse. J'étais en Europe. Moi, j'ai travaillé 6 ans en Europe. Puis c'est une Européenne, c'est une Française, ma femme. Puis elle était agent de bord pour la compagnie pour laquelle on travaillait. T'sais. Puis quand on s'est matché, elle a été voir mon bas body avec qui je prenais un coup pas mal. Puis un autre Québécois, elle lui a demandé, Robert, tu trouves ça brosse de même? Lui, il dit non. Ça brosse une fois de temps en temps. Puis lui, il était aussi pire que moi, tu comprends? Oui. Fait qu'elle a fait avec, puis elle est tombée en amour avec moi. Mais comme elle dit, j'étais tout le temps un bon mari, puis après ça, quand on a un enfant, un bon père de famille, puis un bon amant. Fait qu'elle disait tout le temps, pourquoi je me plains? Tu sais, la femme, elle devient une félicitatrice de ta consommation parce qu'elle fait avec. Parce que tu as des bons côtés, comme tu disais tantôt, 95% du temps, puis tu as un 5%, tu es de la merde. Mais pendant que tu es de la merde, elle ne va plus avec toi. Elle ne venait pas avec moi. Ça fait que je faisais ma merde. Elle tolérait, c'est ça. Jusqu'au jour que j'ai arrêté, là, elle s'est aperçue que j'avais arrêté. Moi, aujourd'hui, je suis privilégié. Je sors avec une femme qui est zen au bout. Mm-hmm. C'est ce que j'ai de besoin. C'est complètement l'opposé. C'est quasiment l'opposé de moi. Mais mes traits de caractère qui m'ont amené à l'alcoolisme sont encore là, les autres. Ouais. Ils n'ont pas disparu pour autant. Je les ai eus à ma naissance, ces traits de caractère-là. Fait qu'ils sont là encore, tu vois. Mais moi, je commande plus rien aujourd'hui. Je laisse ça aller. Ouais. Moi, quand j'arrive dans une situation, comme tu disais, un peu stressante, le trafic, tout ça, pas tout le temps. Je réussis pas tout le temps. Mais moi aussi, le trafic, ça me... Tu sais, on est des gars d'action, on veut que ça marche. Ça bouge pas assez vite. Oui, ça bouge pas assez vite. Mais je me dis, gars, je peux pas rien changer là, aujourd'hui, là. Arrange-moi ça en haut. Là. Je suis en retard à mon rendez-vous. Arrange-moi ça que j'arrive à l'heure. Ouais. Comme de fait, pouf, le trafic. C'est ça. Mais il faut que tu délègues, puis il faut que tu laisses aller, puis il faut que tu te confies, puis il faut que tu laisses aller ça à ta puissance supérieure, puis ça fonctionne. La troisième étape. Lâcher prise, puis se concentrer sur ce dont on a de la pogne. T'as-tu... tu sais, il y en a qui font des transferts de dépendance, qui vont compulser dans d'autres choses. T'es-tu tombé dans ce pattern-là? Ben moi, je suis tombé dans le véganisme. Okay. Tu comprends? Quand j'étais un gars qui a toujours très bien mangé, puis même ça la poudre, puis même ça la boisson, je mangeais tout le temps quand même. Moi, j'ai toujours un gars qui a toujours mangé. Puis je me disais, à la place de switcher dans le café, switcher dans la cigarette, tu sais, j'ai dit, ou dans le sport, j'ai continué à faire mes affaires normales, je ne fume pas, puis j'ai dit, m'a tombé dans la bonne nourriture. Aujourd'hui, ben, je mange bien. Ouais. Je suis plus flexitarien que vegan, mais j'ai eu ma petite portion de vegan. Pour aujourd'hui, ma femme, ben, c'est une méditerranéenne, elle vient de Nice. Fait qu'elle a toujours très bien mangé. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un des aspects qui a fait que je tombe en amour avec, parce qu'elle faisait très bien à manger, puis d'une manière méditerranéenne. On sait que le régime est très, très bon là-bas. Fait qu'on s'est tourné vers ça, puis maintenant, c'est là-dessus que je focus plus que sur d'autres choses. Quand est-ce que tu t'es senti assez solide pour partir de ta fondation puis vouloir redonner? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tu aies fait la paix avec ton passé, que tu aies accepté toute la merde que tu as pu faire autour de toi pour te sentir assez solide de partager ça. T'sais. Ben moi, la merde que j'ai faite, puis toutes les conneries que j'ai faites, la prison, puis tout ça, quand j'étais sur la brosse, je réalise aujourd'hui que c'était dans mon pattern d'alcoolique. Puis mon pattern d'alcoolique,
j'avais pas le choix de devenir un alcoolique. Comment j'aurais eu le choix quand j'étais jeune? Moi, j'étais un gars qui a 3 traits de caractère dans 3 traits de personnalité 3 traits de caractère dans ma personnalité que je suis venu au monde avec. Moi, j'étais un hypersensible, un extrémiste, un impatient. L'hypersensibilité, c'est pas le gars qui écoute un film puis il pleure. Là. C'est un gars qui sent les gens. Moi, depuis longtemps que je me souviens, depuis que je suis jeune, je sens les gens. De la manière qui m'en regardent. Ta gang, là, je suis rentré tantôt, je les ai tous saisi à la gang. C'est comme une deuxième nature pour moi depuis que je suis jeune, que je suis de même. Puis qui je suis, moi, pour juger les gens? Uh-huh. Mais tant aussi longtemps que je ne savais pas que je jugeais les gens, je pensais que tout le monde était comme moi. C'est fatigant sacrément, juger les gens pour rien, tu comprends? Ouais. Pour aujourd'hui, je le sais, comme là, je les ai tous jugés en rentrant, mais je laisse ça aller parce que je le sais que j'ai pas d'affaires à juger. Ouais. Fait que c'est pas pire, mais dans le temps que je me larvais de la brosse, magané, puis tu m'arrivais d'en face, laisse-moi dire que je te jugeais pas à peu près, puis que t'étais mieux de passer par là. Puis, ça gruge du jus aussi. Ça gruge du jus en maudit. Mon côté impatient. Il y a des matins, je me lève, là. Moi, j'ai pas de problème financier. Ça va bien avec ma femme. Mes enfants vont très bien. Tout est payé, maison, les chars. Moi, je peux vivre jusqu'à 150 ans, puis j'aurai pas de problème financier, tu vois. Qui est la grosse affaire aujourd'hui pour le monde qui veut prendre leur retraite, tu sais. Mais je me lève le matin, des fois, j'ai rien à faire dans la journée, là. Juste moi m'occuper. Ça va pas assez vite. C'est ça. Pourquoi ça va pas assez vite? Je ne sais pas, il ne s'est rien passé de spécial la veille. C'est juste que là, ce matin-là, ça va pas assez vite. Là, je me dis, ma 10e étape, fais attention, là. Tu passes un Pantone que tu n'as pas d'affaires. Fait que là, je me ramène, je dis, bon, ben, je vais aller voir au dépanneur, m'acheter mon journal moral, me prendre un café, me sortir un peu de la maison. Là, j'arrive là, le gars qui est en avant de moi pour payer son café, il échappe son 2 piastres dans le chocolat. Là, j'ai juste envie d'y arracher la tête parce que ça va pas assez vite. Tu comprends? Mais là, c'est le même. J'arrive chez nous à 7h15, le chat m'en garde de travail, j'ai envie de sacrer un coup de pied. Parce que ce matin-là, mais si j'ai pas ma 10e étape, ma 3e étape, je suis pas capable de me ramener. Parce que, tu sais, ça, c'est mon côté impatient. Mon côté extrémiste, bien, comme tu l'as dit tantôt, moi, ma femme est française de France, puis une bouteille de vin peut y durer une semaine. Mm-hmm. Elle va boire du vin en mangeant s'il y a du fromage ou de la viande rouge. Puis s'il n'y en a pas, à ma bouteille... Je ne conçois pas qu'elle est capable d'aller se coucher sachant qu'il y a une bouteille de vin ouverte dans le frigidaire et qu'elle ne l'a pas bu. Moi, c'est une affaire qui... Fait que j'ai ces 3 de caractère-là, je les ai encore aujourd'hui, ces 3 traits de caractère-là, mais avec mes 12 étapes, je réussis à les comprendre. Des fois, je passe une chire, mais je me ramène. Tu comprends? C'est ça. C'est pas un programme de perfection. Non, c'est pas... Puis ils disent que jamais personne n'a réussi à faire les 12 étapes à la perfection. Mais tu peux t'échapper de temps en temps. Mais tu restes toujours abstinent puis tu te ramènes. Ouais. Tu vois. C'est la force de la communauté aussi, tu sais, du réseau. Puis moi, c'était un peu ce qui me faisait peur quand je suis embarqué dans ce programme-là, de faire... J'ai pas envie de parler d'alcoolisme à tous les jours. Ouais. J'ai pas envie. Puis finalement, c'est pas ça pantoute. On parle surtout de comportement. C'est le comportement. Ben ouais, puis d'analyse, puis de tout ça. Puis ce qui vient chercher quelque chose, des trucs qui me fascinent. On est pris d'une maladie qui est mentale puis physique. Il n'y a pas de maladie sur la Terre que tu es pris des deux en même temps. Si tu as le cancer, tu vas être physique. C'est sûr que ça va gruger ton mental, mais c'est juste physique. T'as pas... Mais l'alcoolisme, c'est. Moi, physique, je suis allergique à la boisson. Ouais. Moi, quand je bois un verre, je ne suis pas capable de m'arrêter. Tu sais, si, mettons, que je suis allergique aux tomates, puis que je mangeais une tomate, puis le lendemain matin, la tomate me poussait grosseur nature dans le front, puis je me promenais sur la rue, puis tout le monde me disait « Hey, Piché, t'as une tomate dans le front. Comment ça? Ben, je suis allergique aux tomates. Qu'est-ce que tu penses que le monde me dirait? Arrête de manger des tomates. Si Innocent arrête de manger des tomates. Tu prends en regardant une game du hockey de Canadien, j'ai une caisse de tomates à côté de moi, puis je bouffe des tomates, tu comprends? Parce que j'ai des cravings de tomates. Mais la boisson, comment ça? Je suis pas capable de faire pareil avec la boisson, que quand je m'assis, puis je commence à prendre un verre, j'oublie toutes les conneries que j'ai faites ça brosse auparavant. Tout ce qui compte, c'est le verre. Mémoire sélective. Oui, puis le côté mental, c'est l'obsession. Ouais. Je prends un verre, je suis obsédé pour le prochain. Le verre que je suis en train de prendre, il ne suffit pas. Je pense déjà à commander le 2e verre ou à finir la bouteille. Ouais. L'obsession de prendre ton prochain verre. C'est fou. Puis cette obsession-là devient de plus en plus courte. Tu sais, courte où je veux dire... Je t'explique ce que je veux dire par là. Moi, c'était la coke. Au début, tu prends une ligne de coke, tu te fais une clé ou peu importe. Puis là, tu en as pour 45 minutes, 1 heure à être dans le moment présent, dans jasette, dans le ta-ta-ta. Puis là, après ça, à un moment donné, ça devient, il serait temps d'en faire un autre. À la fin, là. Ah, ta bouche, tu croches, puis tu... Non, mais même à la fin, avant que je rentre en thérapie pour la dernière fois, là, tu fais ta barre, tu fais ta ligne, puis tout de suite, tu veux l'autre. Ah ouais. C'est ça, l'obsession. Tu penses plus, il n'y a plus de moment entre. Ce n'est que ça. Puis tu veux même plus être festif avec d'autres gens. Chris, c'est moi patience, c'est moi tout seul, moi puis ma drogue. C'est fou, cette obsession-là où ça te mène. Je
Je suis vraiment content d'avoir cette discussion-là avec toi, puis évidemment, de sentir tout le bagage, l'expérience. Puis, y a-tu des fois où tu étais écœuré d'en parler? Non, parce que c'est l'attribut d'un alcoolique, c'est d'en parler à un autre alcoolique pour l'aider. Moi, quand j'aide un autre alcoolique, puis ça, ton blog va aider bien des alcooliques qui vont nous écouter. C'est notre but, hein? C'est en aidant un autre, restant humble, puis en y comptant nos patterns, puis comment nous autres, on vit la maladie. Puis si ça peut aider une personne, mais tant mieux, parce que j'ai aidé un autre alcoolique, puis c'est ce que je veux faire avec ma maison thérapeutique à Lennoxville, aider d'autres alcooliques, tu vois, c'est aussi simple que ça. Ta fondation, je récapitule, a acheté avec un partenaire à toi, une maison de thérapie à Lennoxville. Vous êtes en train de mettre ça sur pied présentement. Tu as comme objectif que ça ouvre dans le coin du mois fin octobre, début novembre. Fin octobre, début novembre. J'imagine que ça prend tout ton temps et ton énergie. As-tu d'autres projets en lien avec ta fondation? As-tu d'autres trucs ou c'est vraiment ton focus là-dessus? Demain soir, le 24 au soir, je fête le 25e anniversaire. Il fallait bien que je fasse un petit quelque chose de spécial au 25e anniversaire. Je fais une conférence grand public, là, tu sais. J'ai invité du monde, vu que le présentiel est possible maintenant. Ouais. Fait qu'on a le droit à 174 personnes dans une salle de 400. OK. Fait qu'on essaie de... Mieux que rien. C'est mieux que rien, tu vois. Puis je fais... Faites ça où? Je fais ça au Théâtre Paradoxe. OK. Tu sais, c'est où ce qu'ils font... Il y a du monde à la messe avec Bégin. Oui. Belle église. On fait ça à cette église-là, à Villemort. Puis c'est le 24 au soir à 19h30. Le monde peut me joindre, mais ça n'a rien de faire de la pub, ça va passer plus tard. Mais c'est pas grave, mais je dirige les gens s'ils veulent s'impliquer, s'ils veulent faire un don, s'ils veulent... Il y a sur la fondationrobertpiche.org, toute l'information du party du 24 est là, puis tu peux faire un don directement à la fondation, ou tu peux aller sur mon site internet robertpiche.com, puis toute l'information est là. Je rappelle que ton livre, ta biographie... C'est disponible dans les librairies, hein? 20 ans après, la nouvelle édition, la BD pour les jeunes. Puis la BD, je te l'ai dit hors des ondes, mais je l'avais acheté déjà pour le plus vieux il y a quelques années. C'est deuxième copie. Je la garde pareil. Je suis certain que tu vas être capable de faire un cadeau à quelqu'un. Puis tu me l'as autographié en plus. Bien content. Robert, merci infiniment de ta générosité, de ton temps. Très fier de te connaître. Bien fier de voir que tu as pris des situations qui ont été difficiles, que tu as osé te mettre à nu, puis que maintenant, tu utilises ça pour en aider d'autres. Puis, tu sais, en aider d'autres, pas juste en partageant ton histoire, concrètement, en créant une maison de thérapie, un programme qui va être adapté. Fait que j'ai bien hâte de suivre la suite. Pas peur, on t'a invité à venir partager. On a un groupe le mercredi soir, là. Anytime. On t'a invité à partager. Vu que t'es déjà à Marieville, t'es pas tellement loin. Pas trop loin, non, mais même si t'es loin, écoute, comme je disais un petit peu plus tôt, tu m'as vu atterrir dans le programme, tu m'as pas jugé. Puis j'apprécie que tu aies pris ton temps aujourd'hui pour venir me jaser et jaser à tout le monde. Merci. Tout le monde, Chili chez Boulet, disponible sur toutes les plateformes, du lundi au vendredi matin aussi à Week-end 99.5. C'est pas le même genre de conversation. Vous commencez nos journées avec nous autres dans la bonne humeur. Week-end 99.5. Puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine.